Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Générique de fin. Très content de vous retrouver, je suis Jérémy et je suis toujours en compagnie de Adam. Salut Adam. Salut à toi, comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui du coup deuxième épisode, après un épisode sur Massacre à la tronçonneuse qui est disponible partout, que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer, YouTube. On a également créé un compte Instagram, génériquedefin.podcast, où on va essayer de mettre du contenu à côté des podcasts. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ouais, ça va être un peu du contenu annexe en parallèle en fait des épisodes principaux. Voilà, des petits bonus. On a est quelques généreux. petites idées, mais voilà, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour ce deuxième épisode pour parler d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Ouais, maintenant ça suffit les bêtises, on va parler des grands maintenant. On va parler des grands parce que c'est vrai que pour le premier épisode, on a pas mal regardé de mauvais films, Ah, on ça. va pas se le cacher. Mais là, pour le coup, comme on l'a teasé à la fin de l'épisode 1, on va parler de Sergio Leone. Et c'est vrai que quand on a évoqué l'idée de faire un épisode sur Sergio Leone, il y a tout de suite un film qui nous est venu en tête parce que évidemment, on aurait pu parler du Bon, la brute et le truand, de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois en Amérique. Enfin, tous ces films, c'est des chefs-d'œuvre. On va en parler évidemment dans ce podcast, on va les évoquer quand on parlera de la carrière de Sergio Leone. Mais aujourd'hui, on voulait parler d'un film un peu moins connu du monsieur, un chef-d'œuvre un peu oublié, en l'occurrence donc. Vous l'avez vu dans le titre, Il était une fois la Révolution. Et je vais laisser Adam faire une petite fiche technique du film pour histoire de poser un peu les bases avant de commencer cet épisode. Ouais, donc il était une fois la Révolution, Giù Testa dans son titre original italien. Donc est un film italien sorti en 1971. Donc réalisé par Sergio Leone. Au scénario, on retrouve Sergio Donati, Luciano Vincenzoni et Sergio Leone lui-même. À la photographie, il y a Giuseppe Rossellini, qui est entre autres un des chefs opérateurs de Pasolini, donc sur Théorème et Les Mille et Nuits, ou encore L'Évangile selon saint Matthieu. C'est aussi le chef opérateur de ce film qui a ce titre magnifique, qui est Le Commissaire Maigret à Pigalle. Je trouve ça fascinant. C'est vraiment le commissaire Maigret? Oui, c'est vraiment Commissaire Ok. Maigret à Pigalle, c'est un film italien. Au montage, on a Nino Baragli, Grand habitué, grand habitué qui a monté qui a- tous les films de Sergio Leone. tous, ouais, c'est ça, qui a monté énormément de Pasolini, quasiment tous les Fellini et quasiment aussi tous les Comencini. Donc c'est quelqu'un qui est connu et reconnu, quelqu'un qui est extrêmement prolifique dans le milieu. Voilà, aux effets spéciaux, on a Antonio Margheriti, donc qui est un. Comment on dit les mecs qui font les effets spéciaux? Qui est un technicien. Ouais, technicien d'effets Technicien des effets spéciaux. spéciaux Ouais. italien. Et en fait, voilà, qui était aussi connu pour être quelqu'un d'extrêmement prolifique. Et il a été réalisateur aussi. Il a été réalisateur à partir de la fin des années 60. Et d'ailleurs, Tarantino lui rend hommage dans Once Upon a Time in Hollywood, où du coup le personnage de DiCaprio, Rick Dalton, Joue dans un de ses films. il joue dans un de Ouais. ses films, ouais, d'Antonio Margheriti. Voilà, c'est petit Donc, clin d'œil rigolo. Voilà, une équipe technique composée d'habitués des films de Léon et du coup deuxième volet aussi de la trilogie du temps. 3 ans après Il était une fois dans l'Ouest et 13 ans avant Il était une fois en Amérique, qu'on évoquera bien évidemment. Et puis voilà, je pense on a tout dit sur la petite présentation du film. Exactement. Et du coup, juste avant de parler du film, dis-nous, Jérémy, c'est qui, ou plutôt c'était qui, Sergio Leone? Ouais, je vais essayer de résumer un peu sa carrière, ce qu'il a fait avant Il était une fois la Révolution, sachant que je vais essayer d'être un maximum clair et concis, parce que contrairement à Toby Hooper la dernière fois, on va le voir, il a fait énormément de choses, Sergio Leone. Mais du coup, donc il est né le 3 janvier 1929 à Rome d'un père acteur qui deviendra par la suite réalisateur sous le pseudonyme de Roberto Roberti. Quel nom incroyable. Incroyable, effectivement. Un réalisateur assez réputé à l'époque, entre les années 10 et les années 20. Il a fait beaucoup de films, c'était quelqu'un vraiment de très important en Italie. C'est notamment à lui qu'on doit le premier western italien, un film qui s'intitule La Vampire indienne, sorti en 1913, et dans lequel on retrouve une actrice du nom de Baïs Valerian, qui sera la future épouse de Roberto Roberti, et donc la mère de Sergio Leone.
Du coup, c'est assez drôle, notamment Enfin, vous l'aurez compris, il est vraiment né au cœur du cinéma, Sergio Leone. C'est d'ailleurs, quand il était petit, il était convaincu que c'est son père qui a inventé le cinéma. Ce qui Alors est que, une oui, erreur d'un point effectivement, de vue c'est historique. c'est pas très vrai. Du coup, il grandit dans l'Italie des années 30. Et forcément, qui dit Italie dans les années 30 dit la montée du fascisme, quelque chose qui va beaucoup marquer Sergio Leone et notamment toute sa famille, puisque son père va être réduit au chômage, notamment à cause de sa proximité avec le Parti communiste italien, et également de son refus de réaliser une adaptation d'un roman de Mussolini, qui du coup ça avait vocation à être un film de propagande, sauf que son père va refuser cette offre et du coup il va être mis à l'arrêt, sa carrière va s'arrêter pendant plusieurs années. Et en fait, la famille Léon, elle va passer d'une vie de richesse et d'opulence à une vie de forte précarité, avec une crainte viscérale de la pauvreté qui va se développer chez Sergio Leone, et c'est une crainte qui va le poursuivre durant toute sa vie, et qu'on retrouvera, ça sera une de ses grandes thématiques dans pas mal de ses films. Il va du coup faire ses études chez les frères Saint-Jean-Baptiste de La Salle, où il est un élève à peu près moyen, et il va se retrouver dans la même classe qu'un certain Ennio Morricone, donc qui sera son futur compositeur fétiche. Alors, pas tout de suite, parce qu'en fait, Sergio Leone et Morricone, à l'époque, ils se parlent pas beaucoup. Ils s'entendent même pas super bien. Enfin, ils se connaissent juste de vue, en fait, et ils vont se perdre de vue pendant plusieurs dizaines d'années, quoi. Ils vont vraiment devenir amis à partir de pour une poignée de dollars, où ils vont se retrouver. Il traîne à côté, donc sur son temps libre, avec des voyous de son quartier du Trastevere, dont il s'inspirera notamment pour ses anti-héros dans ses futurs films. Voilà, dites-vous que pour ceux qui ont vu, pour ceux qui ont vu Il était une fois en Amérique, alors déjà, si vous n'avez pas vu, foncez. Et toutes les scènes, justement, on voit ces 5 enfants, en fait, dans le quartier juif de New York. Faut s'imaginer que c'est exactement ce que fait Sergio Leone, mais à Rome dans les années 40. Ouais. C'est vraiment les mêmes petits larcins, les mêmes petites blagues, les mêmes... voilà, c'est exactement la même chose. À côté de ça, donc pareil, toujours sur son temps libre, pour échapper un peu à la dure réalité du fasciste et aussi de la famine, parce que c'est une période où l'Italie manque de moyens et va commencer à y avoir un manque de nourriture, notamment chez les plus démunis. Sergio Leone, il va se réfugier dans plusieurs imaginaires. À commencer d'abord, quand il était enfant, par les burati, donc qui sont des spectacles de marionnettes napolitaines. C'est assez important de savoir ça quand on voit un peu son cinéma, ses inspirations multiples. Voilà, parce qu'en fait, ce côté de marionnettes et de quasiment pièces de théâtre, où il va prendre des personnages et les faire jouer entre eux un peu comme des marionnettes, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous ses films. Parce que c'est sa manière de diriger en fait, des situations, c'est penser ça comme un théâtre de marionnettes. Et c'est aussi, il va aussi puiser ça dans les fumetti, donc qui sont des bandes dessinées italiennes. La plus connue étant notamment Flash Gordon, évidemment, mais lui, il en lisait plusieurs, Mandrake, L'Homme Masqué. Sa préférée, c'était Chino et Franco, une histoire d'amitié entre deux hommes qui vivent dans la jungle. Ça, pareil, grosse thématique chez Sergio Leone, l'amitié. Évidemment, on va en reparler. Et puis enfin, le cinéma, forcément. Avant la guerre, avec du coup, il va découvrir les films américains, mais du coup, quand la guerre éclate, les films américains vont être totalement interdits sur le territoire italien. Et du coup, ce n'est que plus tard, donc quand Rome sera libérée par les Américains, qu'il va enfin pouvoir découvrir les films de John Ford, tout le cinéma américain, voilà, en fait. Le cinéma hollywoodien, sachant que à cette période-là, sa préférence va plutôt pour les films noirs, donc les films de Howard Hawks, tous les films avec Humphrey Bogart, mais il aime évidemment à côté de ça aussi le western, les westerns de John Ford. C'est du coup durant cette période, donc après la guerre, que son père va reprendre le travail, donc à Cinecittà, qui sont c'est l'équivalent de Hollywood en Italie. C'est des gros studios à Rome.
qui existe toujours d'ailleurs et qu'on peut visiter. C'est du coup là que Sergio va découvrir un peu l'envers du décor de ce qu'il appellera par la suite l'usine des mythes. Il va voir pour la première fois en fait son père travailler en tant que réal et c'est ça qui va lui donner envie de tout arrêter et de se lancer dans la carrière de cinéaste. Ouais, sauf qu'en fait, ce côté de vouloir commencer à réaliser lui-même des films, ça vient, mine de rien, assez tard. Au début, il veut juste être technicien sur des plateaux et pouvoir assister à des tournages. Et voilà. Il commence, enfin, dès qu'il finit ses études à 18 ans, une carrière en fait comme assistant Ouais. dans des adaptations d'opéra. Il arrête en fait ses Ouais, c'est études vrai, de il arrête droit les études. à partir de 1949 et puis il se consacre entièrement au plateau de cinéma et comme tu l'as dit aux adaptations d'opéra. C'est ça. Voilà, après il devient vraiment beaucoup figurant et en fait il se fait directement une réputation du coup d'assistant réalisateur extrêmement efficace, Mm. pouvant enchaîner jusqu'à 3-4 tournages par an. Ouais. Ça va Euh, devenir un des plus jeunes assistants, le plus jeune assistant C'est ça. d'Italie, et il va vraiment être courtisé par plein de réalisateurs, dont notamment Vittorio De Sica, qui est un des plus grands réalisateurs italiens, et à l'époque, donc c'était quelqu'un qui faisait partie du mouvement qu'on appelle le néo-réalisme, donc qui étaient ces films qui sont sortis vers la fin de la guerre et après la guerre, donc tous ces films un peu Ouais, c'est de 48 à 60 en gros. ouais, voilà, c'est ça. C'était des films vraiment sans budget, avec une volonté de retranscrire un petit peu la misère italienne de cette époque. Et il va notamment devenir assistant sur Le voleur de bicyclette. Qui est peut-être du coup le film le plus connu de ce mouvement-là. Par exemple, parmi tous les metteurs en scène italiens que du coup Sergio Leone a assisté, on peut citer Mario Bonnard, Mario Camerini, ou encore ouais du coup Comencini comme on l'a dit par le passé, enfin juste avant. Et il y a quelque chose aussi chez Sergio Leone, c'est qu'il est extrêmement charismatique et il est réputé comme étant charismatique. Il y a quelque chose, c'est que très tôt, comme il veut pouvoir aller sur des tournages américains, ce qui fait il a son propre traducteur. Il y a un traducteur personnel aussi pour Sergio Leone. Chose extrêmement rare pour un assistant réel à l'époque. Exactement. Du coup, c'est comme ça qu'il commence à travailler avec Robert Wise, Fred Zinman ou encore William Wyler. Parce que effectivement, ce charisme, ça va beaucoup l'aider, puisque le gros travail d'un assistant réel sur les plateaux de tournage, c'est de gérer les figurants, donc des foules entières de figurants. Surtout dans les péplums. Ouais, Parce surtout. qu'il officie surtout dans des péplums. Et du coup, il y a pas que, il va pas, comme tu l'as dit, il va pas que travailler avec des réalisateurs italiens. Il va notamment travailler sur un film inachevé de Orson Welles, film qu'il voulait faire, je sais plus c'était en quelle époque, mais ça s'est Qui a jamais, jamais vu le jour. ouais, ça c'est s'est ça. jamais fait. De toute façon, il était Voilà. un peu, il C'est était un quand peu même, bizarre Orson Welles. En fait, on n'a même pas de titre de film. Enfin, c'est un film qui s'est jamais fait, mais on sait qu'il y a eu un tournage. Ouais. Et du coup, au début des années 50, Hollywood va arriver en Italie, à Cinecittà, notamment pour filmer des péplums, donc qui est un genre. Donc le péplum, on rappelle, c'est des films qui se déroulent globalement durant la période, L'Antiquité. ouais, durant l'Antiquité, durant l'Égypte antique, la Grèce antique. Et c'est un genre qui est très à la mode à l'époque. C'est l'équivalent du blockbuster, quoi, à l'époque. Et du coup, il y a énormément de studios qui vont arriver en Italie. Et Leone, à partir de là, il va devenir assistant sur bon nombre de productions américaines, dont notamment, t'en as parlé un petit peu, mais un film de William Wyler, Ouais, qui est Ben-Hur. qui est Ben-Hur, voilà, en 1959. Alors, c'est juste le moment de déconstruire un mythe. On entend souvent que Sergio Leone aurait réalisé les scènes de course de chars dans Ben-Hur. Alors, c'est faux. En fait, il a juste conçu le système qui permet de filmer au ras du sol, filmer très proche du sol. Ce qui donne du coup ce rendu très particulier au film. Mais il n'a pas du tout réalisé les scènes de course de chars. Ça, c'est faux. Ouais. Du coup, beaucoup de péplum, on l'a dit. Sachant que c'est un genre qui l'affectionne pas trop, en fait. Genre, c'est un genre qui est très codifié, surtout dans les productions américaines, avec d'un côté les héros, d'un côté les méchants. Et ça, c'est quelque chose qui emmerde un peu Sergio Leone. Il aime pas trop ça. Et du coup, il va tout de suite... il va un peu en avoir marre, quoi, de travailler sur des péplums. Malgré tout, en 1961, pardon, il réalise son premier film. On lui propose enfin de réaliser son premier film, à savoir Le Colosse de Rhodes, même si un peu avant, il y a eu un autre film.
Ouais, alors du coup, je t'arrête juste 30 secondes, et en fait, en 59, donc, il y a Mario Bonnard qui est en train de réaliser donc, un péplum qui s'appelle Les Derniers Jours de Pompéi, et sauf que Mario Bonnard, il tombe malade et il meurt pendant le tournage. Du coup, la production, vu qu'on est plus ou moins à la moitié du tournage, elle dit à Sergio Leone, écoute, vas-y, reprends, et finis le film. Et du coup, c'est lui qui va mettre en scène la seconde moitié des Derniers Jours de Pompéi. D'ailleurs, quand on voit le film aujourd'hui, c'est très marrant parce qu'en fait, au générique, il y a marqué réalisation de Mario Bonnard, mais mise en scène de Sergio Leone. C'est très particulier comme distinction. Et alors, c'est pas un super film. C'est un film vraiment qui se place du coup dans la veine de tous ces péplums italiens dans les années 50. Donc, ouais, il y en avait 2 par mois, quoi. C'était une folie. Et même s'il y a quelques moments comme ça où le film a des envolées un peu lyriques, on peut deviner que c'est un espèce de proto-Sergio Leone derrière la caméra, même si c'est un pur film de studio et de commande. Ce qui sera au final aussi le cas de, du coup, celui qui est considéré comme son premier film, donc le Colosse de Rhodes, 1961, qui est globalement une réinterprétation du mythe de la chute du Colosse. Et c'est un film, alors sur la forme, on a un peu du mal à distinguer vraiment le style Sergio Leone, même si il y a une manière de filmer les visages qui est typique de chez lui. Mais c'est plus sur le fond en fait que on reconnaît un peu Sergio Leone, notamment avec sa volonté de casser les codes du péplum en l'occurrence, comme j'ai dit, genre qu'il affectionne plus vraiment. Et du coup là il va vraiment... Il y a ce truc intéressant en fait avec le personnage principal, alors j'ai plus du tout le nom de l'acteur en tête, c'était un acteur américain pas très connu à l'époque, mais... c'est assez intéressant de voir que en fait c'est pas vraiment un héros dans ce film. C'est Rory Calhoun. Voilà, c'est ça. En fait c'est un peu un loser dans le Colosse de Rhodes, c'est-à-dire que de base donc l'histoire c'est juste il vient en fait sur l'île de Rhodes juste pour passer du bon temps en fait, pour se saouler la gueule et pour rencontrer des filles et tout, et en fait il va se faire embarquer malgré lui dans une révolte contre le gouvernement mis en place à Rhodes. Chose qu'on retrouvera du coup dans Il était une fois la Révolution, on va en reparler. Mais du coup, il y a vraiment cette volonté de pas vraiment nous montrer un peu un héros malgré lui, comme dans le film dont on va parler, et un peu un loser magnifique, entre guillemets. Mais voilà, à part ça, je sais pas si toi tu l'as vu, bien évidemment, Ouais, je sais pas ce que t'en penses. C'est un film ouais, qui, comme pour Les Derniers Jours de Pompéi, est très classique. Mais je vais pas bouder mon plaisir, mais voilà. Il y a par contre une scène, il y a cette scène comme ça où, tu sais, où la caméra se lève et en fait il y a une espèce de travelling circulaire qui dure assez longtemps. Et c'est vraiment une scène où on ressent, grâce à la matière, tu vois, du film, on ressent vraiment que c'est Léon qui, au moment du tournage, testait des choses et commençait à vouloir un petit peu s'émanciper de ce cinéma de studio. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a quelques éléments en fait qui sont C'est assez ça. intéressants, donc ça reste un film intéressant à regarder. Ouais. Et ça, c'est pas un mauvais film, moi c'est un film Ouais. que j'aime bien. C'est un qui est film qui a rigolo. plutôt bien marché, comme tous les C'est ça, péplums ça. à l'époque. Et alors après, durant cette période, le début des années 60, c'est une période où le cinéma italien est en crise en fait. Ouais, c'est ça. Donc le cinéma italien commence à perdre un peu de sa superbe. Et du coup, il va saisir l'opportunité parce que Sergio Leone, un de ses grands rêves, c'est d'aller tourner aux États-Unis. C'est de faire un film américain. C'est son grand rêve. Et du coup, il est réalisateur de seconde équipe sur Sodome et Gomorre de Robert Agrish. Sauf que le tournage se passe super mal. Et en fait, Leone démissionne. Et c'est à partir de ce moment-là où il dit puisque les Américains ne veulent pas de moi, je vais faire comme les Américains, mais chez moi en Italie. Et il se dit il y a quoi de plus américain que les westerns. Il y a d'ailleurs une citation, je cite, de Sergio Leone. Avec le western, vous pouvez traiter tous les sujets classiques déjà rencontrés dans le théâtre ou la littérature de tous les pays. Et ça tombe bien, puisqu'on est en 64. Et Sergio Leone, il vient de voir Yojimbo de Kurosawa. Et l'histoire, elle lui plaît bien. Du coup, il se dit, tu sais quoi, je vais reprendre la même histoire et je vais la réadapter en mode western. Il va écrire le script en 5 jours du coup, mais il va un peu galérer à trouver des financeurs. Il va aussi réfléchir à plusieurs acteurs. Alors dans un premier temps, il pense notamment à Henry Fonda,
grand acteur américain à l'époque. Et donc pour le rôle principal, donc le rôle de l'homme sans nom. Sauf que les agents d'Henry Fonda ne donneront jamais le script en fait. Ouais, parce que Henry Fonda, ça reste une superstar, et à l'époque, Sergio Leone, il est pas connu du tout. En dehors de l'Italie, ouais, il est pas connu. Et je veux dire, même en Italie, ça reste quand même un réal parmi tant d'autres. Voire, il est plus connu en tant qu'assistant réalisateur ou de seconde équipe. Enfin, c'est vraiment, c'est personne à l'époque. Ouais, il n'a fait qu'un seul film pour l'instant, donc évidemment, c'est compliqué. Il va aussi penser à James Coburn et Charles Bronson, mais qui seront beaucoup trop chers par rapport au budget du film. Et du coup, il va se tourner vers un comédien inconnu qui joue dans une série américaine qui s'appelle Rawhide, donc c'est une série de western. Un acteur du coup qui joue un second rôle, acteur j'ai nommé Clint Eastwood, bien évidemment. C'est comme ça que Leone va le découvrir. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Clint Eastwood, à l'époque, dans son contrat, il y a marqué que tu as le droit d'aller faire un film en Italie. Et du coup, Sergio Leone le contacte en disant « Salut, tu peux venir, tu pourras jouer dans mon film, et en plus, tu auras le premier rôle. » Donc, Clint Eastwood, il est content, et il se dit « Ça marche. » Sachant que ce qui va beaucoup plaire à Leone, c'est en fait la manière que Clint Eastwood a de se mouvoir, la manière qu'il a de parler. En fait, il y a vraiment ce côté un peu... Il y a ce côté dans la série un peu beau garçon, mais un peu mystérieux, et c'est surtout ça qui va lui plaire à Sergio Leone pour son personnage. Et donc, en fait, à partir de là, tous les éléments sont réunis pour du coup avoir le premier western de Sergio Leone pour une poignée de dollars, donc qui sort en 1964 en Italie. Sortie qui sera décalée dans les autres pays. Il va sortir quelques années plus tard en 67 aux États-Unis à cause notamment d'un problème de procès avec Kurosawa. Ouais, c'est ça. Et donc déjà, c'est les retrouvailles entre Morricone et Sergio Leone. Ouais. Et c'est le début d'une longue amitié. D'une longue amitié et surtout d'une longue collaboration. Peut-être une des collaborations les plus connues de l'histoire du cinéma. Et donc, le film fonctionne super bien. Le film est bien accueilli par la critique. Ouais, le Qu'est-ce film que est t'en un penses, toi, carton. pour une poignée de dollars C'est un super film. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas, on peut pas le considérer comme un chef-d'œuvre comme le sera par la suite ses autres films, mais c'est un très bon film en fait. Donc pour rappel, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais l'histoire du coup c'est exactement la même que Yojimbo, c'est-à-dire un homme solitaire qui arrive dans une ville avec dans cette ville deux clans qui s'affrontent. Donc d'un côté, pour une poignée de dollars, on a d'un côté les Rojo. Et de l'autre, j'ai plus le nom en tête, je sais plus si tu l'as, mais en tout cas, c'est deux familles voilà, qui s'affrontent. Et en fait, il y a un peu ce côté. Les Baxter. Les Baxter, voilà. Une famille donc mexicaine et une famille américaine en l'occurrence. Et il y a ce côté de un peu le personnage de Clint Eastwood qui arrive de nulle part, un peu comme l'ange Gabriel au milieu de tout ça, et qui est là pour trancher en fait entre et surtout pour se faire de la thune parce que il voit en fait l'opportunité de. Et qu'en fait c'est un truand et il a raison. D'un côté d'aller chez les Baxter, puis après d'aller chez les Roro, et au final ça va pas très bien tourner. Mais voilà, c'est un super film et comme tu l'as dit, ça a été un énorme succès critique et commercial en Europe, un peu moins aux États-Unis. Et ouais, c'est ça, un peu moins aux États-Unis, mais comme du coup le film est quand même un gros succès en Europe, du coup il y a une suite qui rentre dans les cartons directement. Suite qui sortira du coup un an plus tard, en 1965, donc, et pour quelques dollars de plus. Il y a vraiment cette volonté chez Sergio Leone de réaliser un film plus grandiose, avec une base documentaire encore plus solide que dans le premier, parce que c'est aussi quelque chose qui l'intéressait, c'est-à-dire de retranscrire un peu ce qu'était la vie à l'époque du Far West, quoi. Il s'est beaucoup documenté sur cette période-là. D'ailleurs, du coup, pour quelques dollars de plus, c'est un film qui fait justement beaucoup moins marionnette, qui fait beaucoup moins, entre guillemets, carton-pâte que son grand frère. Et c'est aussi un film qui est beaucoup plus sombre. Ouais. C'est un film qui est beaucoup plus crépusculaire. Notamment à travers le personnage donc, de Gian Maria Volonté, grand acteur italien à l'époque, qui, on ne l'a pas dit, était aussi dans le premier film, mais qui là, du coup, revient dans un rôle totalement différent. Enfin, il joue un truand dans ce film-là, un truand assez violent et qui fume beaucoup. Beaucoup de drogue. Non mais c'est vrai qu'il passe son temps à fumer dans le film. En fait, il a eu cette idée, Sergio Leone, parce que Gian Maria Volonté, c'était un acteur qui avait pas mal de tocs. Et en fait, il s'est dit, genre, dans le scénario, rajouter ce côté un peu drogué
pour justifier un peu les tocs qu'il avait. C'est comme ça qu'il le voit, Sergio Leone. Mais oui, comme tu dis, c'est un film qui est beaucoup plus sombre, même s'il y a encore des choses... Enfin, il y a beaucoup d'éléments comiques qu'on retrouve dans le film, notamment, donc... on l'a pas dit, mais le film traite de la violence à travers les personnages, à travers des bounty killers, donc des chasseurs de primes, que sont en l'occurrence Clint Eastwood et Lee Van Cleef dans le film. Pareil, grand acteur qui reviendra dans plusieurs westerns italiens. Et voilà, il y a des scènes comme ça, notamment une scène de duel où ils se tirent tous les deux sur le chapeau. Enfin, il y a des scènes qui... font toujours un peu référence à ce côté un peu marionnette, un peu grand guignolesque, commedia dell'arte dans le cinéma de Léon. Ouais, c'est ça. Et bah déjà, typiquement, c'est un film qui est aussi un immense succès et qui va encore plus imprimer le nom de Sergio Leone dans l'imaginaire populaire, mais encore une fois, toujours en Europe, parce que le film s'exporte extrêmement mal. Parce que aussi, il y a pas mal de problèmes de censure aussi, notamment liés à ce problème de violence et de drogue qu'il y a dans le film. Mais c'est aussi à partir de là que va débuter un peu cette vague de western italien. On en reparlera plus tard, mais c'est à partir de là que certains réalisateurs comme Corbucci ou Sergio Solima vont se lancer eux aussi dans le western italien. Léon, à côté de ça, il a toujours cette volonté de boucler cette trilogie. Et il a surtout cette volonté de mettre tout le monde d'accord en faisant en 1966 Le Bon, la Brute et le Truand, qui est à l'époque son grand film, la grosse conclusion de cette trilogie. C'est ça, du coup, voilà. Et donc, Clint Eastwood qui joue le bon, et Lee Van Cleef qui joue la brute. Et cette fois, il y a un troisième personnage qui est joué par Eli Wallach, qui est le truand, donc. Et dites-vous, on passe d'un budget de 120 000 lire pour une poignée de dollars à 350 millions de lire pour quelque chose de plus. Et là, on passe à 1 million de dollars américains, ce qui correspond à combien en lire? Aucune idée, mais c'est énorme par rapport à tous ces autres films. En tout cas, le budget triple quasiment. Enfin, c'est même aussi, notamment parce que Clint Eastwood, il commence à avoir une carrière, il commence à avoir une réputation, donc il est un peu plus cher. Et puis pareil pour Lee Van Cleef, pareil pour Eli Wallach. Mais c'est un film qui est beaucoup plus gros à toutes les échelles en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est à partir de ce film-là que Clint Eastwood devient vraiment une star. Une superstar. Aux États-Unis, ouais. Et aussi, c'est que le début de la collaboration entre le directeur de la photo, qui est Tonino Delisoli, et Sergio Leone, avec qui ils vont tourner un peu par la suite. Et ouais, c'est aussi le premier grand succès de Sergio Leone à l'international. Et à juste titre, parce que évidemment c'est un des plus grands films de tous les temps, hein. Bien sûr. C'est un film exceptionnel, enfin évidemment qu'il y a je pense honnêtement que c'est les 20 dernières minutes, les plus belles 20 dernières minutes de l'histoire du cinéma. Oui, bien sûr. Ce duel, l'impasse mexicaine dans le cimetière. C'est une scène que je revois peut-être... En vrai, toutes les 3 semaines. Ouais, moi aussi. Je la revois souvent. Et c'est un film, du coup, où il y a un peu une ébauche d'un discours sur... le début d'une ébauche sur l'anarchisme et le faux patriotisme, chose qu'on retrouvera notamment dans Il était une fois la Révolution, avec, du coup, là, en l'occurrence, dans Le Bon, la Brute et le Truand, il va mettre en scène, Sergio Leone, la guerre de sécession, qui est en plus de ça une guerre qui n'est pas beaucoup représentée au cinéma à l'époque, surtout dans les films américains. Et voilà, ça aboutit à des scènes magnifiques. Enfin, moi, je pense à la scène dans la prison où genre les prisonniers les prisonniers du Nord ou du Sud, les sudistes. Non, c'est les sudistes. C'est les sudistes qui sont dans une prison nordiste et qui doivent chanter pour couvrir les cris de Eli Wallach qui se fait torturer. Enfin, c'est une scène qui est magnifique. Enfin, vraiment, là, pareil, la musique, elle est exceptionnelle. Et voilà, et comme le film est un immense succès international et que c'est vraiment à partir de là que Sergio Leone devient connu et reconnu partout dans le monde, il se dit c'est bon, il est enfin temps d'aller aux États-Unis. Sachant que à partir de ce moment-là, il veut déjà adapter donc À main armée de Harry Gray, donc qui deviendra The Hoods en anglais, qui deviendra Il était une fois en Amérique. Sauf que pour ça, il a besoin d'argent parce que il veut que ça soit son grand film testament, un film de 4 heures déjà à l'époque, il le pensait. Donc là, encore une fois, on est en 67.
Donc c'est vraiment quelque chose de... Il était une fois en Amérique, il l'a pensé 20 ans avant, quoi. Ouais, et du coup, il y a pas mal de majors qui, évidemment, vu que il a énormément de succès, ils vont vouloir lui proposer un autre western. Il va beaucoup refuser, jusqu'à ce que la Paramount lui propose également de faire un western, sauf que la Paramount va lui laisser carte blanche, en fait, sur l'histoire, sur les acteurs aussi. Il va avoir budget quasiment illimité, quoi, pour prendre tous les acteurs qu'il veut. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, c'est là qu'il va faire Il était une fois dans l'Ouest. 1968. Exactement. Et là, il va un peu se venger au niveau du casting, parce qu'il va enfin prendre Henry Fonda, avec qui il a toujours un peu voulu jouer. Il va prendre Charles Bronson, avec qui il a toujours voulu jouer. Il va prendre Claudia Cardinal. Qui est une immense actrice italienne. Exactement, à l'époque. il va prendre Jason Robards. Et en fait, ce film, c'est un peu un alignement des astres qui est assez fou. Je veux dire, au scénario, on a donc Sergio Leone, Dario Argento, Bertolucci, on a Sergio Donati, mais qui est surtout là en renfort. À la musique, on a Morricone. Enfin, c'est vraiment c'est l'aboutissement du western ultime de Sergio Leone, et même potentiellement du western tout court, quoi. Et c'est un film, nous, évidemment, c'est un film qu'on aime beaucoup et qu'on a redécouvert il y a pas longtemps au cinéma. Ouais, on l'a revu au cinéma il y a 2 semaines. Ouais. Et qu'est-ce que c'est bien, quoi. Genre, c'est vraiment le plus grand western de tous les temps. C'est un film qui... déjà, le fait de prendre Henry Fonda pour ce rôle dans le film, c'est vachement couillu, j'ai envie de dire. Parce que, du coup, Henry Fonda, dans le film, joue un bandit, quoi. Oui. La première scène où il apparaît, il tue un enfant. Il tue un enfant, ouais. Et c'est une scène qui a énormément choqué à l'époque, notamment parce que Henry Fonda, c'est la représentation du bien dans le cinéma américain. C'est son rôle dans 12 hommes en colère, dans les raisins de la colère. Je veux dire, genre, le mec a joué Lincoln littéralement dans Vers sa destinée, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début, comme Henry Fonda savait qu'il devait jouer le méchant, le premier jour où il arrive sur tournage, il arrive maquillé comme un méchant, avec des cicatrices, avec de la terre, machin. Et en fait, Sergio Leone lui dit, avec son magnifique accent italien, « Mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu fais ? Moi, ce pourquoi je t'ai engagé, c'est parce que je voulais voir Henry Fonda, le vrai, celui que je connais, celui avec qui j'ai grandi. » C'est vrai, et puis il est un peu... on le reconnaît, il est toujours beau gosse, quoi, genre avec ses yeux bleus et tout, même en méchant, même mal rasé et tout. Mais voilà, c'est un rôle fantastique, et de toute façon, tous les personnages dans le film sont fantastiques. Enfin, il y a des scènes qui sont mémorables. Le duel final entre Charles Bronson et Henry Fonda, l'arrivée de Claudia Cardinal. La mort de Cheyenne. La mort de Cheyenne aussi. La mort de Cheyenne qui, du coup, a été coupée au montage. Dans la version américaine. Dans la version américaine, c'est ça. Et en fait, en Europe, on a pu la voir. Et d'ailleurs, en Europe, on a eu 20 minutes en plus par rapport aux États-Unis. Mais ouais, c'est ça, en fait, quand le film sort à l'époque, il est pas mal censuré à cause de la violence, à cause du sexe. Voilà. La scène de sexe entre Henry Fonda et Claudia Cardinal, elle est coupée complètement au montage. Alors que c'est pas vraiment une scène de sexe. Non, c'est ça, et même c'est super important aussi pour, pour le développement des personnages. Voilà. Mais ouais, il y a des scènes de fou. Moi, en le revoyant au cinéma, la scène où Claudia Cardinal arrive à la gare au début du film, j'ai chialé. Genre, c'est sûr, vraiment. Normal. Avec la musique en plus, Morricone, il est à son paroxysme, quoi, dans ce film. Ça. Et c'est un film que Leone définit un peu comme une sorte de ballet de mort, en fait. Il va prendre comme idée de départ les mythes fondateurs du western traditionnel. Donc le brigand, l'homme bon, l'homme bon, c'est ça. La femme, la prostituée, voilà. Et, le chemin de fer. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va montrer un peu ces mythes sur le déclin. S'il y a vraiment cette volonté de faire... de créer des petites histoires dans la grande histoire, à savoir du coup la civilisation de l'Ouest sauvage, représentée métaphoriquement dans le film par l'avancée du chemin de fer, comme tu l'as dit. Et voilà, c'est ce qui fait qu'il était une fois dans l'Ouest, c'est le western ultime. Et donc, juste après une fois dans l'Ouest, il se lance dans une carrière de producteur au début des années 70. Et il a comme projet de produire un film qui s'appelle « Il était une fois la Révolution ». Sauf que ça va pas super bien se passer. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que au départ, Leone, il devait simplement être producteur de « Il était une fois la Révolution ». Pour lui, c'était hors de question qu'il réalise le film.
La réalisation à la base devait être confiée à un certain Peter Bogdanovich, dont on a déjà parlé pendant le premier épisode. et justement il était tout juste sorti du succès de son premier film. Enfin, La cible. ouais, La Cible, on sait pas trop si c'est son premier film, mais c'est un film qui a assez bien marché auprès de la critique aux États-Unis. D'ailleurs, il y a une super anecdote en fait qui est racontée par Sergio Leone à maintes reprises. C'est sa rencontre en fait avec Peter Bogdanovich. Et donc il le fait venir à Rome en Italie. Et en fait, Bogda il arrive avec sa femme, avec les valises, etc. Il s'installe. Et Sergio Leone, donc qui devait juste produire le film, on rappelle à l'époque, voulait juste commence à lui raconter un peu de quoi le film raconte, commence à lui raconter un peu des idées de montage, des idées de style visuel qu'il a. Et en fait, Bogdanovich à chaque fois déclinait. C'est vraiment, les deux hommes ne sont pas du tout entendus. Et en fait, du coup, Bogdanovich lui a dit: écoute, tu vas m'enfermer pendant 3 jours avec ma femme, on va réécrire le scénario. Et au bout du coup des 3 jours, t'as Sergio Leone qui appelle la United Artists après avoir lu le scénario de Peter Bogdanovich et leur dit: vous allez me reprendre ce branleur et vous allez le renvoyer aux États-Unis. Ouais. Selon ses mots à lui. Il était réputé, Sergio Leone, pour pas avoir sa langue dans sa poche. Exactement. Il était, c'était un sacré caractère. Hein. Mais du coup, depuis, il est pas très fan de Peter. Il était pas très fan de Peter Bogdanovich, que ce soit de la personne ou même de ses films. Par la suite, donc, il va contacter Sam Peckinpah, qui est un réalisateur qu'il respecte beaucoup et qui, Sam Peckinpah lui-même, est un très grand fan de Sergio Leone. Ils ont un peu une relation de rival, mais positive. Ouais. Sam Peckinpah, on en a pas encore parlé, mais c'est un réalisateur de western qui est ultra important enfin pas que, mais il a surtout démarré dans le nouvel Hollywood. On pense beaucoup au même. Il y avait surtout Sam Peckinpah avec La Horde sauvage, qui est un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma. 67, si je dis pas de bêtises, 67, la Horde sauvage. Ouais. Et on aura l'occasion d'en reparler de Sam Peckinpah. Ouais, probablement. Parce qu'il y a des films qu'on pourrait évoquer, des chefs-d'œuvre. Et du coup, il accepte au départ de réaliser le film avant finalement d'être refusé par la United Artists tout simplement pour des raisons financières. Du coup, par la suite, Leone, il va un peu s'emparer du scénario. Il va faire venir son scénariste sur la trilogie du dollar, donc Sergio Donati, pour retravailler le scénario. Avant de découvrir, en fait, il y a apparemment, selon ses mots à lui, il y aurait eu un complot orchestré par la United Artists qui voulait en fait que ce soit Sergio Leone qui réalise le film parce que ça aurait été mieux pour le marketing. Et en fait, il faut savoir que pendant très très longtemps, Leone ne voulait pas du tout réaliser le film en fait. Oui, c'est ça. Et et en fait, tout a été mis en œuvre par les producteurs, par même sa propre famille. Par même Sergio Donati, du coup, son scénariste. Pour que Leone puisse réaliser le film à la fin. Parce que vraiment, il y a eu un alignement des astres pour que Leone puisse réaliser le film. Et du coup, il va accepter un peu à contre-cœur et il va reprendre l'histoire seul après avoir viré notamment Donati. Parce qu'en fait, il vire du coup Donati parce que ils n'ont pas vraiment la même vision du futur film. Là où Leone veut faire un film épique à grande échelle, Donati est vraiment du coup dans cette volonté en fait d'avoir une espèce d'histoire à petite échelle concentrée sur uniquement les deux personnages. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on va retrouver un peu dans le film final, on en reparlera. Mais bref, ils s'entendent pas vraiment là-dessus et du coup Leone vire Donati et reprend le scénario seul. Du coup, il va inscrire ses propres thématiques, sachant qu'à l'époque, il y a donc à l'époque où il écrit le scénario, il y a mai 68 qui éclate à Paris et du coup les idéaux révolutionnaires du nationalisme de gauche vont devenir extrêmement populaires auprès des cinéastes européens. Alors il y a ça en Europe, mais il y a aussi ça partout dans le monde, que ça soit au Japon ou aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment du coup à l'échelle mondiale. Il y a vraiment en fait une espèce un espèce du coup de développement du nationalisme de gauche. Et là où Leone, dans ses précédents films, il avait décidé de déconstruire
le romantisme de l'Ouest américain. Là, avec Il était une fois la Révolution, il va vraiment déconstruire en fait le romantisme révolutionnaire et mettre en lumière l'instabilité politique de l'Italie contemporaine, parce que on en reparlera, mais c'est un film qui se passe au Mexique. Il était une fois la Révolution, mais c'est pas vraiment ça qui l'intéresse, Sergio Leone. Voilà. En fait, donc la révolution mexicaine, du coup, c'est une série de soulèvements armés, de coups d'État et de conflits militaires qui se déroulent en fait entre 1910 et 1920. Alors, on va pas non plus trop s'attarder dessus parce que c'est très compliqué, ouais. Et c'est très long. Et honnêtement, il faudrait 6 heures minimum pour pouvoir en parler parce qu'il y a énormément de factions différentes. Il y a eu du coup, durant ces 10 ans, plus de 20 régimes différents. Enfin, voilà, il faut du coup savoir que c'est une révolution armée composée du coup de coups d'État qu'il y a eu au Mexique en fait. On va pas non plus trop s'arrêter dessus parce que c'est vraiment long et c'est pas notre travail. Et c'est quelque chose qui va être présent dans le western spaghetti à l'époque. Il y a un sous-genre en fait du western italien qui va apparaître, qu'on appelle le western Zapata, qui apparaît notamment dans la seconde moitié des années 60, même s'il y a eu d'autres films avant évidemment qui parlaient de la révolution mexicaine. Je pense notamment à Viva Zapata, film de Elia Kazan avec Marlon Brando. Mais c'est vraiment du coup seconde moitié des années 60 où il y a des réalisateurs italiens comme par exemple Sergio Corbucci, on en reparlera après, mais c'est un des plus grands réalisateurs de western italiens, et c'est un peu lui qui va être entre guillemets le précurseur du genre avec des films comme Le Mercenaire en 1968 ou encore Compañeros en 1970. Il n'y a pas que lui évidemment, il y a aussi... Il y a un autre film de Sergio Corbucci qui a un titre français que je trouve exceptionnel, mais qui est mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? Et ce titre existe, et ça je trouve ça beau. Et il y a également Sergio Solima, enfin bref, il y a plein de réalisateurs. Il y a Damiano Damiani, il y a Giulio Petroni, enfin voilà, il y en a plein. Western Zapata, évidemment, est nommé à partir du révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata. Ouais, qui est une des plus grandes figures de la révolution mexicaine avec Pancho Villa. Donc c'est tout un vent, en fait, c'est tout un sous-genre du western italien qui s'appelle donc le Western Zapata. Donc, qui sont des westerns entre guillemets politiques centrés sur la révolution mexicaine et qui documentent l'exploitation des péons par les grands propriétaires. Maintenant, c'est aussi des films en fait qui sont le reflet de l'Italie de l'époque, qui sont écartelés entre le sud pauvre et le nord en plein essor économique. Et en fait, le western Zapata, du coup, c'est un sous-genre qui va vraiment mettre en valeur une sorte d'anti-impérialisme vis-à-vis des États-Unis. Ça va évidemment évoquer le Vietnam ou entre autres, et Vietnam, l'Amérique du Sud, donc une espèce du coup d'anti-impérialisme et un peu une sorte de valeur du tiers-mondisme, quelque chose qu'on retrouve énormément dans Il était une fois la Révolution. Parce que en fait finalement c'est tout ça qui va l'intéresser, Sergio Leone, mais encore une fois avec cette volonté de casser un petit peu les codes, il va faire son western Zapata à lui. C'est un film qui sera différent sur la forme et sur le fond que les films faits par ses prédécesseurs comme Corbucci, Solima. C'est un film un peu bâtard, Il était une fois la Révolution. Un petit peu, ouais. C'est parce que c'est un film qui sort, donc, comme on l'a dit, en 71, donc après l'apparition de ces Western Zapata-là. Au casting, il a plusieurs idées, Sergio Leone, notamment pour le rôle de Juan, donc le Mexicain, Jason Robards. Avec qui il avait déjà joué, parce qu'il joue évidemment un personnage inoubliable qui est Cheyenne dans Il était une fois dans l'Ouest. Exactement. Je sais plus exactement pourquoi il refuse le rôle. Je crois que c'est pas lui qui refuse, mais c'est pareil, c'est de nouveau les producteurs. Et les producteurs, je crois qu'il y a eu un conflit aussi d'emploi du temps. Enfin voilà, non, il y a eu pas mal de problèmes en fait. Il y a eu pas mal du coup de problèmes différents. Parce qu'il avait pensé également à Eli Wallach,
qui est donc Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand. Mais pareil, en fait, les producteurs, ils voulaient un nom beaucoup plus connu et du coup, ils ont jeté leur dévolu sur Rod Steiger, qui est un acteur à l'époque qui venait tout juste d'avoir un Oscar pour le film Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison, donc qui était vraiment un acteur acteur assez populaire, même si aujourd'hui il est beaucoup plus il est un peu inconnu, quoi, on va pas se le cacher. Et de l'autre côté, donc pour le rôle de John, donc l'Irlandais, ils avaient pensé à la base, Sergio Leone avait pensé à la base à Malcolm McDowell. C'est ça. Donc alors Malcolm McDowell, qui à l'époque n'avait pas encore tourné dans Orange Mécanique, qui était surtout connu pour avoir joué dans If de Ginza Anderson. Malcolm McDowell étant le nom qui revient le plus. Maintenant, il faut savoir que pendant un temps, John Wayne était envisagé pour jouer John, sauf que Sergio Leone avait refusé parce que en fait, ça allait trop mettre la lumière sur le personnage de John et pas assez sur le personnage de Juan. Et ensuite, il y a eu George Lazenby, mais George Lazenby a refusé l'offre. Dommage pour lui. Et finalement, ils vont choisir donc James Coburn, qui est un acteur, pareil, en vrai, assez populaire à l'époque, qui a notamment joué dans les 2 films de John Sturges, donc Les 7 mercenaires et La Grande Évasion, évidemment, avec Steve McQueen. Qui a aussi énormément joué et du coup qui s'est fait connaître grâce à Sam Peckinpah. Exactement. Donc, comme quoi, en fait, entre Peckinpah et Sergio Leone, à cette époque-là, il y a énormément de connexions qu'on peut faire. Il y a des liens. Un acteur incroyable, on en reparlera évidemment quand on évoquera le film, mais James Coburn, acteur fantastique, beaucoup trop méconnu aujourd'hui, alors qu'il a des rôles incroyables, notamment, comme tu l'as dit, dans les films de Sam Peckinpah. Ouais, exactement. Donc maintenant, de quoi ça parle, Il était une fois la Révolution. Donc le film raconte l'histoire de Juan Miranda, donc, qui est joué par Ross Steiger, un pilleur de diligence qui sévit avec sa très grande famille. Ils sont très nombreux, dans un Mexique en pleine période de révolte, donc ça se passe en 1913. Aux alentours, ouais. Et juste après en fait avoir détourné une diligence, il rencontre un Irlandais qui débarque sur sa petite mobilette. Cet Irlandais s'appelle John Mallory, donc qui est joué par James Coburn, qui est un ancien membre de l'IRA, qui est l'Irish Republican Brotherhood, et il est en fuite. En fait, on comprend pas trop le pourquoi du comment, mais il est en fuite. On comprend en tout cas qu'il a participé à la révolution en Irlande. Exactement. Et qu'il est également expert en explosifs. C'est ça, parce qu'il fait tout sauter sur son passage, voilà. Et genre, il a littéralement de la dynamite sur lui. C'est ça. Donc Juan, il va voir en John le complice idéal pour braquer la banque de Mesa Verde, qui est une des plus grandes banques du monde et peut-être la plus grande banque au Mexique, je crois, à vérifier. Et sauf que John va utiliser Juan pour en fait, il va l'embarquer du coup en plein cœur de la révolution mexicaine. Et Juan va devenir un peu le héros malgré lui. Et à cause de son nouvel ami. Il va devenir un peu du coup le héros de cette révolution mexicaine. Exactement. Donc là, on va évidemment parler un petit peu de quoi ça parle. Il était une fois la révolution. De quoi ça parle vraiment. Ouais, les thématiques. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la révolution mexicaine ici, c'est clairement un prétexte pour parler de manière générale de toutes les révolutions et de toutes les guerres en fait. Je me permets parce qu'en fait le film commence du coup avec une citation de Mao Tse-tung qui dit la révolution n'est ni un dîner de gala, ni une œuvre littéraire, ni un dessin, ni une broderie. On ne la fait pas avec élégance et courtoisie. La révolution est un acte de violence. Donc ça c'est la phrase qui ouvre le film. Exactement. Et on comprend du coup que la révolution mexicaine ici, ça va être en fait un symbole, tout simplement, parce que comme il l'a dit Sergio Leone dans plusieurs interviews, c'est pas la révolution mexicaine en elle-même qui l'intéressait en fait, c'est de démarquer des événements d'autres lieux et d'autres temps. On a plusieurs exemples comme ça dans le film qu'on évoquera rapidement. Et surtout, c'est avant tout également un film sur l'amitié, qui est un thème ultra récurrent chez Sergio Leone, notamment, alors il l'explique en partie par le fait que c'était un fils unique
et que du coup il avait ce besoin. En fait, il a une vision de l'amitié qui est extrêmement intéressante en fait, et pour lui c'est vraiment quelque chose d'ultra important, bien avant en fait l'amour quoi, tout simplement. Et en fait, ça se ressent à- dans le film, en fait, au point que l'amitié est au centre de cette histoire. Chaque scène, chaque montage, enfin chaque cut entre guillemets, est vraiment centré en fait autour de cette amitié. C'est vraiment ces deux personnages-là qui sont au centre de cette histoire. Et en fait, à partir du moment où du coup les deux personnages se rencontrent, l'histoire du film, les événements de cette histoire en fait, sont uniquement rythmés par les rapports entre ces deux personnages. Il y a vraiment ce côté où c'est une espèce comme ça de jeu échelle de la souris entre un dominant et un dominé entre ces deux personnages, et en fait ça va vraiment s'inverser. Il y a des scènes où justement John prend le dessus par rapport à Juan sur la situation, c'est lui qui le contrôle, qui le domine au sens propre. Et il y a d'autres scènes où, comme par exemple ce superbe monologue de Juan sur le rapport justement entre les petites gens, selon ses mots à lui, et la révolution, où là on voit évidemment que c'est Juan qui reprend le dessus. C'est vraiment, il y a cette espèce comme ça de jeu d'aller-retour entre ces deux personnages. Parce qu'il y a une dynamique qui se crée dès le début. Au début, ils rentrent un petit peu en conflit en fait parce que c'est deux hommes qui sont sur le papier différents. Ils viennent déjà de deux pays différents. Ils sont quand même tous les deux persécutés par leur gouvernement. John, du coup, comme on l'a dit, il est recherché en Irlande. Juan, lui, c'est un pauvre, quoi, tout simplement. Il est obligé de braquer des diligences pour survivre avec sa famille. Et en fait, c'est à la base, du coup, deux hommes qui sont ultra différents. D'un côté, on a un naïf et de l'autre, on a un intellectuel, en gros. Et il le définissait, lui, Léon, comme étant un peu le mythe de Pygmalion, mais inversé. C'est-à-dire que c'est le naïf, ici, qui va donner une leçon à l'intellectuel à travers notamment cette citation que on peut lire, en vrai, qui est trop bien. C'est Juan, du coup, qui dit à John, sa définition de la révolution, un type intelligent vient dire aux gens du peuple qu'il faut se révolter, et le pauvre type l'écoute et le croit. Il fait sa révolution, et quand le type intelligent gagne sa révolution, le pauvre type, lui, est mort, et il faut refaire une révolution. Donc ce monologue, il est tout aussi important en fait que la citation du générique de début de Mao Tse-tung. Et en fait, ces deux personnages sont mis en parallèle jusque dans leur intro. Parce que donc l'introduction de Juan, qui est la première scène du film, Oui. En fait, on le voit en train d'uriner sur des fourmis. Donc il y a vraiment ce côté de l'odeur, du sale qui ressort directement. Et l'introduction de John, qui arrive au bout de 20-25 minutes de film. Il arrive en fait sur sa petite mobilette dans une explosion, dans quelque chose quelque chose de grandiose, quelque chose de grandiloquent. Et même en termes de gueule, physiquement, il y a quelque chose qui est radicalement différent dans les deux personnages. Et c'est vrai que pour revenir à cette scène d'introduction, d'abord celle de Juan, déjà c'est une scène qui fait écho à la scène d'ouverture de La Horde Sauvage qu'on a évoquée juste avant, donc de Sam Peckinpah, avec, je crois dans La Horde Sauvage, c'est des enfants qui jouent avec des fourmis. Mm-hmm. Ici, on peut y voir peut-être deux sens, tu me diras ce que t'en penses, mais d'un côté on a ce truc de les fourmis qui pourraient être un petit peu la représentation des péons, des pauvres comme Juan, et les puissants, les intellectuels qui pissent du coup sur ces gens-là. Et d'un autre côté, il y a ce truc de un peu une forme d'avertissement aux spectateurs. C'est vraiment Sergio Leone qui dit que voilà, on se prépare à rentrer dans une fiction où le héros est un crasseux, un marginal. On le voit, la première image qu'on a de Juan, c'est ses pieds, tout simplement. C'est ça. Et de l'autre côté, du coup, l'introduction de John qui arrive bien plus tard, puisqu'avant ça, on a une scène de braquage de diligence. Qui est incroyable parce que c'est une scène où du coup Juan rentre dans une diligence qui est remplie, donc il y a un cardinal, c'est des riches, que des puissants. Voilà, non, mais des puissants. Et même il y a un cardinal, il y a un prêtre, il y a une bourgeoise, voilà, c'est vraiment les puissants, c'est les décideurs, on va dire, qui sont dans cette diligence. Et il faut rentrer Juan dans la diligence qui il le trouve au bord de la route.
et ils se disent, enfin c'est une bête de foire quoi. Genre ils le mettent au milieu, il est vraiment au milieu de la diligence et on a ce jeu qui est incroyable scène, ce jeu avec les regards, avec les gros plans. Il y a vraiment des gros plans sur les yeux, des gros plans sur la bouche, avec des dialogues qui sont répétés encore et encore. Je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais regardez comme il est sale, il connaît sûrement pas ses enfants, il sait pas qui est son père et tout ça. Enfin, plein de trucs. Plein de réflexions comme ça sur son niveau social en fait. Il y aurait en fait tout plein de trucs à dire sur cette intro. Déjà en termes de caractérisation, le personnage de Juan, directement, on s'identifie à lui. Déjà parce que il fait de la peine. Déjà il fait de la peine, c'est le truc le plus simple que du monde. Parce qu'au début, on se dit pas que c'est un brigand en fait. On se dit pas qu'il veut braquer la diligence. Voilà. Mais c'est peut-être une des plus belles émotions du monde, c'est la peine. Et quelque chose de... La peine sans jugement, c'est quelque chose qu'on ressent dans le cinéma de Sergio Leone, mais très directement dès cette scène d'intro en fait. Et donc c'est une scène où donc on a Juan qui est donc dans cette diligence et il y a tous ces bourgeois qui sont en train de manger. Et moi je sais pas pour toi, mais je n'ai jamais vu et je n'ai jamais revu depuis une scène de repas filmée comme ça. C'est clair que là on a, comme j'ai dit, on a vraiment des gros plans sur la bouche, voilà. Les morceaux de viande dans la bouche. Enfin, il y a ce côté. En fait, paradoxalement, Sergio Leone, il filme ces gens-là comme des crasseux au final. Alors que Juan, dans cette scène-là, il est filmé comme quelqu'un de normal en fait. Il y avait un peu ça du coup dans le cinéma russe du coup des années 20. Il y avait chez Eisenstein, mais entre autres. Et donc c'est évidemment quelque chose que ici Sergio Leone cite, mais il le mène véritablement au paroxysme. Tout ce côté de très très sale, très très crasseux, très très poisseux en fait dans cette bouche, dans cette nourriture, dans cette expression des corps là, en fait il le met au sommet directement. En fait, on a l'impression qu'il y a vraiment une volonté pour Sergio Leone de créer de l'empathie, comme tu l'as dit, pour Juan, et en même temps de créer une forme de haine pour ces gens-là, ce qui du coup aboutit à cette scène où au final on se rend compte que Juan va braquer cette diligence. On a du coup toute la famille de Juan, donc ses enfants, son père, comme on l'a dit, il a une grande famille. Ils arrêtent la diligence et il la braquent et on se rend compte que finalement Juan c'est un peu le leader de cette grande famille. Donc c'est un peu une scène qui est filmée comme une forme d'exutoire en fait, de se dire que ça y est, ces gens-là vont recevoir leur châtiment. Et d'ailleurs, il y a un travail sur le montage qui est fait lors de cette scène de braquage qui est fantastique. Enfin, c'est tellement précis, c'est tellement... tout est... Enfin, Nino Baragli, on pourrait aussi en parler des heures, mais ce mec, c'est pas un des monteurs les plus connus. Mais tout ce qu'il a fait avec Sergio Leone, c'est incroyable, et notamment dans ce film-là, la manière qu'il a de monter le truc. Il y a les enfants qui débarquent, bim, en quelques cuts, ils arrêtent la diligence, et d'un coup, on a cette scène où tous les fusils apparaissent dans la diligence et braquent du coup ces gens riches. Voilà, et en fait, on en revient avec le personnage de Juan. En 10 minutes, on comprend qu'il est bon, brut et truand. Exactement. Et ce qui aboutit derrière à une scène, pareil, qui est fantastique, qui est la scène, je dis entre guillemets, du viol. En fait, c'est une scène où il va prendre du coup la femme qui était dans la diligence. Et il y a, pareil, encore une fois, un jeu avec le spectateur où on se dit, il joue vraiment sur la tension de savoir si Juan est au final un salaud ou pas. Est-ce qu'il va vraiment violer cette femme ? Il y a en plus un peu une forme de parodie parce qu'il l'amène dans une espèce de cour qui est filmée comme une espèce de... comme une arène, et derrière la scène de tension donc entre cette femme et Juan, elle est filmée comme un duel qu'on avait déjà dans les autres films de Leone, sauf que là du coup c'est vraiment... il détourne vraiment les codes. Il y a déjà une volonté un peu de mettre un point final au western et de le faire de manière humoristique, puisqu'à la fin on comprend que Juan, en fait, il n'a pas violé cette femme, et du coup, il y a une finalité un peu grandiose, même si je ne sais pas si c'est le bon mot, avec ce fameux raccord dans le mouvement de Juan qui se retourne. Et que moi, je tiens vraiment pour un des plus grands et comme un des plus beaux raccords du cinéma. C'est un raccord où, en fait, il y a Juan comme ça qui se retourne, et il y a un cut qui est parfait.
et où il prolonge son mouvement mais dans le plan suivant. Et avec une espèce du coup d'envolée lyrique de la musique à ce moment-là. C'est un des meilleurs moments du cinéma de Sergio Leone. Encore une fois, c'est une scène qui... Enfin, il nous montre à la fois un héros et un truand, quoi, un bon et un mauvais. Donc ouais, vraiment, toute cette scène d'intro, elle est fantastique. De la manière qu'il a de présenter le personnage de Juan. Et il va faire pareil avec, du coup, John, qui, comme tu l'as dit, apparaît pour la première fois en mobilette. Donc, encore une fois, il y a ce truc de, là, dans ce film, le cheval de Clint Eastwood dans le bon, la beauté, le truand, ou de Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest, a laissé sa place à la moto de James Coburn. Du coup, encore une idée, enfin, il y a toujours cette idée de mettre fin en fait, au western. C'est ça. Voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui est fascinant avec le personnage de John, donc du révolutionnaire irlandais, c'est que on découvre un peu son passé au fur et à mesure du récit. Quand il arrive, c'est un personnage qui est quasi fantomatique, c'est un personnage qui n'existe pas vraiment pour l'instant. Et c'est un personnage du coup qui va exister au fur et à mesure grâce à des flashbacks. Et ça, c'est une très très forte aussi utilisation du flashback. C'est que quelque chose donc qui date du passé, mais qui est là pour expliquer le présent. Et qui va revenir en fait tout le long du récit, un peu pour garder une sorte de tension chez le spectateur et pour créer de l'ambiguïté vis-à-vis de ce personnage. C'est ça, l'utilisation en fait des flashbacks dans le film, c'est un prolongement de ce que Léon il a déjà fait dans Et pour quelques dollars de plus, et aussi dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est-à-dire que pour lui, le flashback, ça doit amener une progression dramatique dans le récit. Ça doit être un moyen de garder de la tension chez le spectateur et créer un petit peu de l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas qui est John. Après, il y a différents flashbacks qui arrivent au fil du film. Et petit à petit, ouais, les flashbacks sont incroyables. Petit à petit, on comprend que... En fait, moi, ces flashbacks, je les trouve exceptionnels parce que c'est vraiment... ils montrent vraiment à quel point on peut raconter quelque chose sur un personnage sans forcément utiliser des dialogues, mais juste en utilisant les images et la musique aussi, parce que la musique joue un rôle important dans ces flashbacks. C'est vraiment du cinéma pur en fait. Il n'y a aucun dialogue dans ces flashbacks et on comprend au fur et à mesure qui est John, qu'est-ce qu'il a fait. Donc on comprend qu'il a fait la révolution en Irlande, qu'il était très proche qui formait un peu une sorte de trouble avec un homme qu'on pensait être son meilleur ami et une femme qui l'aimait, quoi, et que la révolution a un peu tout détruit, que son meilleur ami l'a trahi et que cette femme, on la voit plus dans les flashbacks, mais on peut s'imaginer que il lui est arrivé quelque chose, qu'elle est morte, ou... Enfin vraiment, c'est des trucs qui ne nous sont pas expliqués de manière explicite en fait. C'est vraiment l'image qui nous montre ça, et moi je trouve ça fantastique parce que ça crée une empathie folle chez le personnage de John. C'est vraiment l'art du storytelling en fait, l'art de raconter... de raconter l'histoire des personnages, d'écrire des personnages, quoi, tout simplement. Maintenant, je reviens juste du coup sur ce que tu as dit il y a 30 secondes, du coup par rapport à cette opposition entre dialogue et image. Je trouve que justement dans le cinéma de Sergio Leone et dans le cinéma en général, c'est quelque chose qu'on met souvent en fait en opposition. Même si maintenant les deux dialoguent plus entre eux plutôt que par opposition. Il y a bon nombre d'excellents films qui font preuve d'énormément de dialogue. Et je pense sincèrement, je pense qu'il faut pas trop mettre en opposition comme ça, du coup, image et dialogue, étant donné qu'en fait les deux peuvent accentuer ensemble. Par exemple, dans les scènes de flashback, il n'y a aucun dialogue, mais la musique fonctionne comme un dialogue. La preuve, il y a ce Juan qui revient comme ça pendant tout le long. Ou alors l'image fonctionne aussi comme un dialogue, avec ce côté d'un personnage qui parle, l'autre qui va lui répondre. C'est quelque chose qu'on voit directement grâce à l'image, et ce sont des dialogues. Le truc, c'est que maintenant, en fait, on utilise les dialogues, il y a trop de films où on utilise les dialogues au sens strict du terme, c'est-à-dire que les dialogues qui nous racontent tout, qui nous disent tout en fait sur le personnage,
Tu sais, en vrai, ça me fait un peu chier, quoi. J'ai envie que... Comme tu l'as dit, j'ai envie que ce soit l'image qui soit un petit peu le dialogue, quoi, qui raconte Mm. quelque chose. Mm. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le cinéma de Sergio Leone, Bien quoi. sûr. Voilà, c'est que en fait chez Sergio Leone quelque chose qui est vraiment très très intéressant, c'est que c'est pas dialogue ou image, c'est que c'est les deux vivent en même temps et dans la même temporalité, dans le même écosystème. Exactement. Donc du coup, on en revient un petit peu à cette relation entre John et Juan. Donc on comprend que Juan, il est un peu, il est naïf, quoi. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de se faire de l'argent, Mhm. c'est de gagner sa vie. Du coup, il a notamment cette sorte un petit peu d'Eldorado en lui, qui est du coup la banque de Mesa Verde, qui c'est un peu un culte qui voue à cette banque en fait. C'est le culte de l'argent, de se dire, il se dit que c'est une banque qui est remplie d'or, et en la braquant, je pourrais devenir riche, quoi, tout simplement. Et du coup, John, il va utiliser ça pour embarquer Juan dans sa révolution, puisque on le découvrira par la suite. Mais cette banque, cette fameuse banque, elle existe bien, sauf que il n'y a plus d'argent dedans. Il y a uniquement des prisonniers révolutionnaires. Et en fait, il va dans une scène de braquage qui est trop bien. Juan qui braque la banque en pensant qu'il va découvrir de la thune, et au final, petit à petit, au fur et à mesure qu'il ouvre les portes du sous-sol de la banque, il se rend compte qu'il n'y a rien, il y a juste des révolutionnaires, et petit à petit, tu as tous ces révolutionnaires qui suivent Juan, et en fait, qui le prennent un petit peu comme leur libérateur, quoi, leur sauveur, tout Mm. simplement. Parce que c'est ce qu'il est en fait. C'est ce qu'il est pour Mm. eux. C'est ça. Mais lui, il a jamais voulu ça, en fait. Lui, il Mm. voulait juste de la thune, et au final, et du coup, c'est encore une fois, ça, c'est ce truc des personnages qui sont ni bons ni mauvais, en fait. Mm. John, il a ce truc un peu bâtard il utilise la naïveté de Juan Mm. à des fins personnelles, en fait. C'est ça. Et en fait, ce qui est fou aussi dans ce film-là, c'est le refus du misérabilisme aussi de Sergio Leone. C'est qu'il pourrait en fait filmer Juan comme un personnage s'étant fait avoir, ou alors ayant subi tout un tas de stratagèmes pour au final finir héros. Sauf que non, en fait, il le fait avec humour, il le fait avec subtilité, il le fait avec un espèce comme ça de refus du manichéisme en fait. En fait, on en revient à ce qu'on disait sur les rapports entre les deux personnages. Voilà, il y a vraiment justement du coup un espèce de refus du misérabilisme, et en fait tous les personnages sont un peu glorieux à leur manière. C'est ça aussi qui est fantastique dans ce film-là. Parce que c'est vrai qu'il y a un ton qui est assez proche au final de ce qu'on avait dans la trilogie du dollar au début. On en revient à une forme d'humour. Un côté humoristique, un peu comment dire, pas goofy, mais un peu grand guignol. Enfin, l'inspiration Oui, première de Léon, quoi. Un peu vaudeville. Un peu Voilà, c'est vaudeville, ça. voilà, la commedia dell'arte, tout C'est ça. ça. La Chose qu'on comédie a... italienne, évidemment. Exactement. Chose qu'on n'avait pas vraiment dans Il était une fois dans l'Ouest. C'était un film avec, dès le début, une ambiance très lourde, très dure. Alors que là, il y a ce truc au début. Je dis bien au début, parce que en fait, le film, il y a cet événement au milieu du film qui va faire basculer en fait l'ambiance générale du film. On va passer vraiment à quelque chose de beaucoup plus tragique en fait. C'est une scène où, du coup, ça fait un quart d'heure que Juan a laissé sa famille pour aller attaquer un pont avec John. Explosion du pont d'ailleurs, on peut vite fait en parler, Ouais, vite fait, ouais. mais qui fait écho déjà au Bon, la beauté et le truand, l'explosion du pont à la fin du film, mais qui a en fait, il y a vraiment dans ce film quelque chose autour de une thématique autour j'ai l'impression de la destruction en fait. Il y a ce truc déjà par rapport au personnage de John. C'est la destruction en tant que changement. Exactement, en fait, on a l'impression qu'il a abandonné tous ses idéaux, et que ce qui l'intéresse maintenant, c'est sa dynamite, c'est ses explosifs. Du coup, il y a ce truc un peu d'autodestruction, parce que d'ailleurs, pour Léon, il le disait lui-même, la révolution, c'est pas l'arme du révolutionnaire, c'est pas la mitrailleuse, c'est pas le pistolet, c'est la dynamite en fait. Et du coup, il y a vraiment ce truc
d'anarchisme, de beauté dans le désordre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Notamment avec cette scène du pont, parce que l'explosion, elle est filmée d'une belle manière en fait, avec ce ralenti, la fumée, la musique de Morricone derrière qui embellit le tout, qui sublime vraiment cette explosion. Donc je trouve ça assez intéressant la manière qu'il a de filmer en fait le désordre. Voilà, en fait, Sergio Leone aime le désordre et en fait, il trouve beau ce qui est censé être moche. Et c'est quelque chose que moi déjà j'aime beaucoup, en fait, c'est cette idée que, voilà, que la beauté, en fait, se trouve dans le désordre et, par extension, dans la nouveauté. Comme chez, du coup, ces personnages, comme chez les actions de ces personnages, on retrouve ça absolument partout dans le film. Ça me fait un peu penser à du Antonioni. J'ai plus le film en tête. Tu vois ou pas la scène d'explosion? Non, attends. La maison dans le désert. C'est un film d'Antonioni, je crois. J'ai plus le nom en tête. J'ai un trou, je sais pas. Mais il y a vraiment ce truc de filmer ça de manière élégante en fait. C'est ça. Et moi, cette scène du pont, étrangement, elle me. Enfin, je sais pas, en termes d'émotion, tu ressens des choses alors que. Tu sais, c'est juste, tu vois juste des mecs en train de buter des soldats et de faire exploser un pont. Mais il y a ce truc de la musique, la manière de filmer et tout ça, ça crée c'est quelque chose de grandiose qui, derrière, va être complètement contrebalancé par la scène qui suit et qui va faire basculer le film, en fait. Et du coup, cette fameuse scène, c'est une scène donc où Juan, tout glorieux de sa victoire au pont, va retrouver sa famille donc dans la grotte où ils étaient censés l'attendre. Et il y a un plan séquence comme ça où petit à petit on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, ou plutôt quelque chose qui s'est passé. Il va pas le montrer tout de suite en fait. Il va vraiment laisser un hors-champ au maximum. On en revient à la suggestion et la suggestion de l'horrible en fait, et ne pas du coup montrer quelque chose d'horrible directement ouais. C'est vrai qu'on a vraiment ce plan fixe qui dure quoi, 1 minute, 2 minutes sur Juan, ouais, c'est ça. Sur son émotion en fait. C'est ça. Et on comprend tout de suite en fait ce qui vient de se passer. Voilà. Et ensuite, il fait vraiment le choix de ne pas montrer le hors-champ. Et en fait, la caméra comme ça tourne, et en fait, on découvre toute sa famille morte. En fait, d'abord, il me semble, Juan part. Et ensuite, la caméra bascule sur John, qui regarde du coup de la même manière que Juan. Et c'est seulement après que la caméra bascule qu'on a du coup ce plan séquence fantastique au milieu des cadavres de tous les révolutionnaires. De la famille, également. De la famille de Juan, enfin d'abord des révolutionnaires, puis de la famille de Juan. Et qui se termine, en fait, cette scène, sur le petit dernier, sur le dernier enfant de Juan, qui est une sorte un peu de comic relief depuis le début du film en fait. Et mine de rien, le spectateur s'est vachement attaché à ce personnage. C'est un petit enfant qui fait tout ce que vous pouvez imaginer comme ça d'un petit enfant. Il court partout, il fait des blagues, vraiment quelque chose de très très attachant, très très mignon. Et en fait, on termine cette scène sur le cadavre de cet enfant. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait on comprend les conséquences. En fait, en un claquement de doigts, Léon, il fait basculer son film dans le tragique total. C'est ça. Et en fait, en filmant Juan de cette manière, en gardant la caméra sur lui, on assiste un petit peu à la mort de Juan aussi, d'un certain point de vue. Genre à la fin de son innocence surtout. La fin de son innocence. La fin de son innocence. Et en fait, depuis le début du film, on a filmé les causes et là, on va filmer les conséquences. Et là où plutôt donc Juan disait dans le film que ceux qui ont payé le prix, c'était les gens, c'était des corps qui existent pour de vrai. Là, en fait, on est en plein dedans et on le voit pour de vrai. Puis il y a les aussi conséquences de tout ça, c'est la mort, c'est la mort de cet enfant qu'on va voir en fait. Puis il y a aussi en fond sonore, il aurait pu mettre la musique de Morricone, mais là en fond sonore, on a juste des coups de feu. C'est ça. Coups de feu des soldats. Et puis évidemment, donc comme je l'ai dit avant, ici, Léon, il démarque des événements d'autres lieux et d'autres temps.
Et évidemment, quand on voit une scène comme ça, on pense évidemment à certaines scènes d'horreur qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, des scènes de massacres, d'exécutions. Enfin, il y en a à plusieurs reprises dans le film, des exécutions publiques. On a notamment une scène, ça c'est après il me semble, mais une scène où on a des grands fossés, où on a ce qu'on pensait des révolutionnaires quoi, dedans, et qui essaient de grimper et qui sont tirés dessus par des soldats en hauteur. Et évidemment, ces scènes-là, elles font penser au fossé de Dachau, à plein d'événements marquants voilà. l'histoire. Voilà, c'est qu'en fait, c'est le premier film ouvertement historique de Sergio Leone, mais en fait, il s'en sert pour parler un peu de toutes les histoires du monde, et de l'histoire au sens large. Il l'a fait aussi un petit peu dans Le Bon, la Beauté, le Truand, par rapport à la guerre de sécession, parce que là, c'est pareil. Ouais, c'est vrai que la guerre de sécession, c'était aussi un prétexte pour parler des guerres en général et de la stupidité, en fait, de la guerre. Enfin, tu sais, à la fin, ces soldats qui gardent un pont, mais qui sert à rien, et du coup, l'explosion du pont, enfin, on y revient, mais il y avait déjà ça dans Le Bon, la Beauté, le Truand, mais là, vraiment, on est vraiment dedans, en fait, à travers, là, ce qui nous montre de façon... Enfin, c'est montré de manière... c'est violent aussi, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les films de Léon, il y avait ce côté... c'était pas des films non plus trop violents. C'est peut-être le film le plus violent de Léon en Amérique. En Amérique, bien sûr. Qui est encore plus violent. Oui, mais beaucoup là, plus graphique en tout cas visuellement. Mais là, c'est pareil, on a des choses qui sont beaucoup plus graphiques que dans les films précédents. Et en fait, à partir du coup de ce moment-là du film, il y a une vraie plongée aux enfers. Une vraie ambiance pesante qui commence en fait à se mettre sur cette histoire. Et c'est même à partir de ce moment-là qu'on comprend véritablement d'où vient John Mallory. On comprend du coup la trahison, on comprend pourquoi est-ce qu'il a dû fuir, jusqu'à finir en fait avec ce flashback absolument déchirant, la scène du bar. Je te laisse raconter. Oui, parce que c'est vrai, on l'a pas dit aussi, mais le film ne nous le dit pas, mais les révolutionnaires qui sont massacrés dans la grotte, c'est notamment à cause d'un des... Alors, j'ai plus le nom de l'acteur, c'était un acteur qui a souvent bossé avec Léon, mais il y a du coup un des membres qui a trahi du coup ces gens-là. C'est Romolo Valli, qui joue le rôle du docteur Villega. Voilà, c'est ça. Qui est un docteur. Qui est un docteur, mais qui est du coup aussi un révolutionnaire dans le film, et qui va du coup trahir ses camarades, et c'est à cause de lui notamment que la famille de Juan va se faire tuer. Et en fait, quand John s'aperçoit de ça, en fait, il va tout de suite repenser à son passé, et c'est là aussi où c'est trop bien, parce que les flashbacks sont imbriqués dans le récit de manière chronologique en fait. C'est Juan voit ce traître, il repense à son passé, à la trahison, et du coup on a effectivement ce flashback avec la scène du bar où il y a son meilleur ami du coup qui rentre dans le bar avec des soldats du gouvernement irlandais, et du coup il y a ce jeu qui est trop incroyable, ce jeu de reflets, de miroirs, de montage, c'est ça. De John qui regarde dans le reflet du miroir son ami qui le regarde également, et en fait il dit rien, encore une fois il n'y a aucun dialogue, et en fait comme il comprend qu'il vient de se faire trahir, et après il y a le prolongement de ce flashback là où on comprend que John à ce moment là se retourne avec sa mitrailleuse et tue tout le monde, y compris son ami. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui est assez important dans la psychologie en fait du personnage de John, c'est la trahison en fait. Et c'est assez intéressant parce que du coup il dit jamais en fait à Juan que c'est le docteur qui a trahi les révolutionnaires. Il pourrait le faire. Il pourrait lui dire il vous a trahi, c'est à cause de lui que ta famille est morte. Il veut pas du coup reprendre les erreurs du passé, parce qu'en fait c'est un personnage qui est du coup constamment tourné vers le passé. C'est un personnage qui a fui complètement la réalité et qui s'abandonne en fait petit à petit au fur et à mesure du récit à la mort. Et en fait il veut laisser ses rêves et ses espoirs à Juan. Il veut pas laisser ses angoisses et ses démons à Juan. Mais il y a quand même cette scène où du coup le docteur, le traître, finalement se sacrifie pour la cause, entre guillemets. Donc encore une fois, on revient à ce truc d'autodestruction en fait. Et le côté un peu... il y a un côté aussi un peu religieux.
de se dire que le seul moyen de se faire pardonner, c'est l'autoflagellation, c'est la mort. C'est ça. Et en parlant de mort, on va parler de la fin du film. Oui. Du coup, à la toute fin du film, en fait, il y a John qui retrouve en fait une goût en l'amitié et du coup il décide en fait de se sacrifier. Il décide du coup de se sacrifier et il se fait sauter grâce à sa dynamite. Et dans une superbe scène finale, en fait il lègue tout son destin. Tout son destin et du coup tout ce qu'il aurait pu faire et entreprendre, mais il le lègue à Juan. Toute sa merde aussi, genre toute la merde du monde, il la refile à Juan et il retrouve un petit peu le fantasme qu'il a, c'est-à-dire l'amitié et l'amour à travers cet ultime flashback où c'est là qu'on comprend que il formait du coup un trouble avec son meilleur ami et cette femme. C'est ça. Voilà, les trois du coup qui s'embrassent et du coup c'est ça, c'est l'amitié et l'amour, c'est le fantasme de John qui décide il décide de se faire sauter pour retrouver ce fantasme-là. Il s'abandonne à la mort et, comme tu l'as dit, il laisse tous ses rêves et tous ses espoirs à Juan. Donc, toujours et encore, l'autodestruction. Mm-hmm. Et c'est une scène qui est incroyable, qui est tellement touchante. Oui, bien sûr. Tout le film, bien sûr, mais voilà. Avec cette fin de Juan qui voit l'explosion et puis cette caméra, la fin, le générique de fin sur le visage de Juan. Qui fait du coup évidemment écho au générique de fin de Une fois en Amérique avec le visage du coup de Niro gravé à tout jamais. Puis le regard cam. Il y a aussi un regard cam. Et puis le regard caméra, c'est vrai. Puis il dit quoi aussi, parce que ça dépend des versions, mais dans la version qu'on a regardée, il dit un truc à la fin. Pourquoi toujours moi ? Non, je crois qu'il dit ça. Why always me, il me semble. Oui, c'est ça, voilà. Mais il parle pas, genre c'est un peu une voix dans sa tête qui dit pourquoi toujours moi. C'est une sorte de voix off, ouais. Et du coup, ça donne une fin qui est à la fois pessimiste et en même temps optimiste. Enfin, il y a un mélange des deux. On n'est pas. En fait, il y a cette espèce du coup de double ton sur cette fin qu'il y a tout le long du film. Un ton entre humour et tristesse, au sens le plus facile entre guillemets du terme, mais du coup entre également pessimisme et optimisme, entre nihilisme et espoir complet. Voilà, et du coup entre Juan et John en fait. Et on en revient que Juan et John, ce duo, est la matrice, est le moteur de ce film et de cette histoire. Et on se doute au final qu'à la fin, Juan il va un petit peu embrasser ce côté révolutionnaire. Il a plus sa famille, il a un peu perdu sa raison de vivre, donc au final il va lui-même, en fait c'est un peu une sorte de cercle vicieux en fait. Lui-même va s'abandonner il va s'abandonner à l'autodestruction et il va vivre pour cette cause impossible qu'est la révolution. Donc ouais, en vrai on peut quand même dire que c'est une fin assez pessimiste en vrai. Complètement pessimiste. Mais en plus c'est tout bête, mais tu sais ça se finit dans le noir. Ouais. Enfin, la nuit, avec la seule lumière, c'est la lumière du feu et des explosions. Tu vois, le film commence en plein jour dans le désert et finit sur un champ de bataille la nuit dans le noir, tu vois. Ouais. Ça a un sens. Après, c'est la vision qu'avait Léon au final de la Révolution, comme on l'a dit. Pour lui, c'est un peu... Il n'y a pas d'espoir. Il y a toujours, ça recommencera toujours, c'est le cercle vicieux. Voilà. C'est sa vision terriblement pessimiste, mais c'est sa vision des choses. Voilà. On peut vite fait parler de la musique, qui est, on peut le dire, l'une des choses les plus importantes dans les films de Sergio Leone. Musique composée évidemment par Ennio Morricone. Et quelle bande originale en vrai. Déjà, Leone disait lui-même que Sergio Leone, que Ennio Morricone, n'était pas son compositeur, mais était son scénariste. Il le disait lui-même. Ça, parce que Morricone, on le définit comme un compositeur de films, mais c'est avant tout un artiste en vrai. Il écrit ses musiques comme il écrirait en fait une histoire, et ça se ressent aussi dans Il était une fois la Révolution. D'ailleurs, il faut savoir que Léon ne faisait jamais lire le découpage à Morricone et que en fait, il racontait l'histoire du film un peu comme une sorte de conte. En fait, il racontait tout à Morricone et au fur et à mesure, en fait. c'est ça.
Et au fur et à mesure, du coup, Morricone, il trouvait, parce que c'était également deux grands amis. Donc, il y a plein de vidéos qui sont vachement intéressantes. On les voit travailler ensemble. On voit que Morricone, il écrit du coup les thèmes pour les personnages, parce que dans les films de Sergio Leone, tous les personnages ont un thème. Et on le voit en train de jouer les thèmes au piano. Sergio Leone qui lui donne des indications, qui lui dit non, un peu plus mélancolique, tout ça. Enfin, il y a vraiment un travail il y a vraiment une symbiose entre les deux. Et c'est ce qui fait que Sergio Leone sublime le travail de Morricone et Morricone sublime le travail de Leone. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et moi, honnêtement, cette bande-son, c'est peut-être une de mes préférées d'ailleurs de Ennio Morricone. Enfin, t'as des thèmes musicaux. En fait, on peut pas les mettre. C'est trop dur à dire parce que tu regardes la fiche Wikipédia de Morricone. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est une dinguerie. Il a fait des films. Là, on est désolé, mais en fait, on vous aurait bien fait écouter des musiques parce qu'on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas les droits. Et voilà. Et on va se faire taper sur les doigts si on met de la musique, donc on n'a pas très envie. Mais allez l'écouter. Je pense en vrai, même écouter la musique du film peut donner envie de voir le film. Enfin, bien sûr. Évidemment. Du coup, le film sort en Italie en 1971. Et la séquence de torture du docteur Villega, donc qui est le traître dont on a parlé, a été coupée. Voilà, et du coup, a été coupée dans toutes les versions. C'est pas la scène la plus. Il y a une autre scène qui a été coupée, et là, par contre, c'est criminel d'avoir coupé ça. C'est le dernier flashback de John. C'est ça. Où on voit du coup. Ces trois personnages en train de s'embrasser. Lui, son ami et la femme. Et c'est. Parce que, évidemment, ils l'ont supprimé parce que c'était pas très moral de montrer un trouble, de monter... La fameuse moralité. Voilà, et alors que c'est littéralement un des flashbacks les plus importants pour comprendre toute l'essence du personnage de John, et surtout c'est un flashback qui fait sens. Et qui sublime la mort de John. Si on est aussi touché par la mort de John, c'est en partie aussi grâce à ce flashback. Donc voilà, c'est... La censure, on en avait beaucoup parlé dans l'épisode sur Massacre, mais c'est pas toujours... Censure quand tu nous tiens. Exactement. Voilà. Mais malgré ça... Et alors, sachant que même Léon, du coup, parlait de cette scène en ces mots, ce n'était pas seulement l'idéologie libertaire et l'amour libre, il y avait aussi une dimension symbolique. Cette femme, c'était la révolution que tout le monde voulait embrasser. Ce qui fait que, mine de rien, c'est une des scènes, peut-être même la scène la plus importante du film, sur tous les points. Et donc, du coup, cette scène a été coupée pendant un temps, surtout aux États-Unis, hein, évidemment. Les Américains, ça ne bouge pas. Par contre, la scène n'a pas été coupée en France, ni en Italie, ni en Allemagne. Et le film donc va être un énorme succès commercial en Europe, beaucoup, enItalie, en France. Enfin, de toute façon, tous les films de Léon, c'est des cartons là-bas. Et aux États-Unis. Aux États-unis aussi, évidemment. Bien sûr. Grand succès critique aussi, même si, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le considèrent un peu comme étant l'un des moins bons films de Sergio Leone et le moins bon film de la trilogie du Temps. On n'est pas trop d'accord avec ça. Les deux autres films sont... on va évoquer juste après Il était une fois en Amérique, mais les deux autres films sont évidemment des énormes chefs-d'œuvre intersidérales. C'est les meilleurs... Intersidéraux, waouh. C'est parmi les meilleurs films de l'histoire du cinéma. Mais... Maintenant, c'est vrai qu'en fait, ça n'aurait pas de sens de classer tel ou tel film par rapport à un autre, en fait, dans la filmographie d'un même réalisateur. Je sais que c'est quelque chose... Oui, ça peut être un plaisir de dire oui, mais tel film est meilleur qu'un tel, nanana, mais en soi, ça n'a aucun sens. Pourquoi les comparer, même quand ce sont des films qui, malgré le fait qu'ils ont énormément de thèmes en commun, ce sont des films quand même vraiment différents, même en termes d'ambiance aussi. Puis même pour Léon, en vrai, c'est un film qui l'affectionne beaucoup. C'est son film le plus personnel. C'est le plus personnel. Et c'est celui que lui préfère juste après en Amérique. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il n'était pas... Parce que c'est un film où il a eu énormément de problèmes, déjà de base, qu'il ne voulait pas réaliser, on l'a dit.
C'est un film, il a eu des problèmes avec la production, il a eu des problèmes au niveau des acteurs aussi, on ne l'a pas dit, mais au début du tournage, il y a eu grosse embrouille entre Sergio Leone et Rod Steiger. C'est ça. Il y a notamment une super vidéo. Vas-y, je te laisse en parler de cette vidéo fantastique. Où on les voit s'embrouiller, quoi. Ouais, et c'est ça, voilà. on me dit, parce qu'en fait, à la base, Rod Steiger, il jouait le personnage de Juan comme une sorte de comme l'archétype en fait du révolutionnaire façon Pancho Villa, c'est-à-dire en fait il n'avait pas cerné véritablement ce qu'était le personnage de Juan et il avait énormément de toc en fait parce que c'est un acteur qui vient de l'Actor Studio du coup. Et Léon, il n'est pas très fan du jeu des acteurs de l'Actor Studio. Et en fait, il voulait vraiment que Rod Steiger se débarrasse de ses tics et joue en fait juste tout simplement un pauvre, naïf, sale. Il voulait pas qu'il joue un héros. Et il y a une vidéo où il pète un câble contre lui, il le traite de morceau de merde. Je ne prendrai pas l'accent italien. Je sais que tu veux que je prenne l'accent italien, mais je ne le prendrai pas. Il lui dit tu mérites pas l'Oscar que tu as gagné, va te faire foutre, toi et la United Artists. Sergio Leone, ce grand poète. Grande gueule. Mais au final, ça a marché parce que par la suite, c'est devenu un bon petit toutou, Rod Steiger. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même, Sergio Leone. Et il a compris, il s'est débarrassé de ses tics et de ses tocs, pardon. Et par contre, avec James Coburn, ça se passait super bien. Enfin, l'entente était impeccable. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un film où Léon a eu beaucoup de problèmes. C'est peut-être le film, il le dit lui-même que c'est le film le plus complexe qu'il ait eu à réaliser. Mais voilà, ça reste un chef-d'œuvre. Tout simplement. Bien sûr. Donc maintenant, il y a un pays dans lequel le film n'a pas du tout été bien accepté, c'est le Mexique. Donc d'ailleurs, là-bas, le film est nommé Los Héroes de Mesa Verde. Et en fait, le film s'est vu refuser un visa d'immatriculation et a été interdit de projection jusqu'en 1979. Et en fait, à l'époque, le film, au Mexique, était considéré comme offensant pour le peuple mexicain et son histoire révolutionnaire. Ce qui, en vrai, pareil, c'est un peu débile parce qu'en plus de ça, le film, contrairement à tous les autres western Zapata qui sont sortis avant, je trouve que il n'y a pas trop de clichés en fait. Tu sais, il n'y a pas ce truc du révolutionnaire avec son poncho, avec son gros accent mexicain et tout ça. Chose qu'on retrouve un petit peu dans des films comme Compañeros de Corbucci ou El Chuncho de Damiano Damiani. Quel nom incroyable. Et donc c'est une critique qui est pas vraiment valable en fait je trouve que pour ce film-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais non, je suis d'accord. Voilà, par rapport au titre, en fait, à l'origine, le titre provisoire du scénario, c'était C'est là una volta la rivoluzione, du coup, qui veut dire il était une fois la révolution. Sauf que il y a les producteurs qui vont voir Sergio Leone et qui lui disent mec, il y a un autre film de Bertolucci qui s'appelle Prima della rivoluzione et du coup il faut vite que tu changes ton titre parce que sinon il va y avoir confusion. Et du coup pendant un temps le titre du film c'est censé être Giù la testa coglione qui veut dire baisse la tête couillon. Et finalement le coglione, donc le couillon n'est pas retenu pour au final juste être Giù la testa, donc baisse la tête ou alors courbe l'échine. Mais ils l'ont gardé dans la version américaine avec le Duck You Sucker. Ouais, c'est ça. Qui, du coup, plus tard, comme on l'a dit plus tôt, a été renommé en A Fistful of Dynamite. Voilà, le titre allemand s'appelle Todes Melody. Ça n'a aucun rapport avec le film, mais ça a probablement été choisi en clin d'œil à Spiel mir das Lied vom Tod, qui est le titre d'Il était une fois dans l'Ouest en Allemagne. Et puis voilà. Mais c'est vrai que Léon, de base, il voulait vraiment comme titre, il était une fois la Révolution, parce qu'en fait, de base, il n'avait pas comme projet de faire une seconde trilogie, trilogie du temps, mais il a très vite compris que ce film pouvait s'imbriquer dans être la suite thématique
de Il était une fois dans l'Ouest être le film avant Il était une fois, enfin le préquel de Il était une fois en Amérique. Enfin, il y a une chronologie dans cette trilogie. Donc pour lui, c'était. Et puis, même au niveau de ce qu'on disait sur la Révolution, lui, il voulait parler de la Révolution de manière générale, pas que de la Révolution mexicaine. Du coup, le titre Il était une fois la Révolution prenait tout son sens, en fait, de ce point de vue-là. Et du coup, par la suite, Sergio Leone continue sa carrière de production, de producer, comme il dit. Notamment de pas mal de comédies. Il y a notamment Un génie, deux associés, une cloche, qui a ce titre exceptionnel, Qui a tué le chat, ou encore, qui est peut-être le plus connu de toutes ces productions, qui est Mon nom est personne. Oui, qui est un film fantastique, parce que c'est pas qu'une simple... Alors, c'est un film qui est fantastique au sens... Oui, c'est un bon film. C'est un western. C'est un western. Voilà, c'est un western. Un western dans lequel on retrouve notamment, à nouveau, Henry Fonda, mais également Terence Hill. Donc Terence Hill, si vous ne connaissez pas, c'est un acteur de comédie italienne qui était ultra populaire dans les années 70. Moi, je joue avec Bud Spencer. Voilà, il formait un duo avec Bud Spencer. Il tournait dans pas mal de westerns parodiques, on va dire. Et c'est notamment Sergio Leone, il n'était pas très fan de tout ce qui est les Trinitas, tout ça. C'était parce que pour lui, en fait, c'était de la parodie un peu débile en fait de ses films. Donc c'est assez étonnant de voir que Terence Hill est dans ce film. Film du coup réalisé, on l'a pas dit, par Tonino Valeri qui a été assistant pour Sergio Leone, assistant réel sur toute la trilogie du dollar, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et alors évidemment, il y a pas mal de rumeurs comme quoi il aurait, il le dit lui-même en fait, Sergio Leone, qu'il a pas mal réalisé de scènes, notamment la scène d'introduction qui c'est clairement... Avec la canne à pêche. Ouais, de toute façon, celle d'avant. C'est celle quand ils arrivent dans la ville et ils veulent tuer Henry Fonda. C'est ça. Mais de toute façon, de manière générale, c'est un film c'est un film de Sergio Leone en vrai, on va pas se le cacher. C'est lui qui a écrit le scénario. En termes de thème, surtout en termes d'ambiance en fait. Ouais. Et c'est un film qui en plus est ultra important dans l'histoire du western italien, parce que c'est un peu un film, un film d'adieu au western. En fait, ce film, c'est un peu le chant du cygne. En fait, il y a deux films, entre guillemets, qui sont considérés comme chant du cygne du western italien. T'as donc Il était une fois la Révolution et Mon nom est personne. C'est les deux films qui vont dire adieu et dire au revoir aux 20 ans plutôt 10 ans, aux 10 ans de western italien qu'il y a eu. Et pas seulement du western italien, mais aussi à tout un type de cinéma, le cinéma classique hollywoodien. C'est ça. Parce que dans le film, du coup, il y a ce personnage de Henry Fonda qui, là, joue un ancien as de la gâchette sur le déclin, enfin, qui veut partir, qui veut arrêter, qui veut partir en Europe. Et on a du coup Terence Hill qui, lui, est un peu une sorte de gros fan, un peu chiant de ce mec-là. C'est un rôle vraiment comique. Ouais. D'ailleurs, c'est un film vraiment comique aussi. C'est un film comique, mais en même temps qui est touchant. Enfin, le personnage de Terence Hill qui va suivre pendant tout le film Henry Fonda et qui va en fait essayer de faire en sorte qu'il parte de manière glorieuse en affrontant dans le film, c'est la Horde Sauvage, donc c'est une énorme armée de mercenaires, de 1000 mercenaires, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et en fait, il veut tout faire pour que Henry Fonda parte de manière grandiose en affrontant cette Horde Sauvage. Donc, c'est évidemment un film qui parle... c'est le basculement d'un cinéma classique et même du coup d'une génération de cinéastes voilà, c'est ça. Le passage de flambeau à une autre aussi, c'est ça, bien sûr. Même si on n'est pas sur le dernier film de Henry Fonda, il va continuer par la suite, mais c'est un peu ce passage de flambeau. D'un point de vue purement symbolique, c'est ça, bien sûr. Donc c'est un film, on pourra peut-être en parler de ce film dans un futur épisode, parce que c'est un film qu'on aime beaucoup et où il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc il va produire pas mal de films. Il va également réaliser quelques films publicitaires, pour ça l'amusait, il voulait se faire de l'argent. Et évidemment, à côté de ça, il a toujours envie d'adapter le roman de Harry Gray, donc The Hoods, et de faire son film. Qu'est-ce son film testament en fait auquel il rêve depuis plus de 20 ans en fait. Voilà. C'est un film qui germe dans sa tête depuis le début des années 60.
Enfin, il n'arrête pas d'en parler, il en parle constamment. En fait, il veut que ça soit son grand projet et son grand film. Ouais. Et... Il va avoir pas mal de galères pour le produire, pour trouver les acteurs. Ça va mettre énormément de temps, ce qui explique que le film, donc, qui était une fois en Amérique, sort en 1984, 13 ans après Il était une fois la Révolution. C'est ça. Donc, et pour vous dire à quel point il y a eu des galères de casting, pendant un temps, Noodles, donc le personnage de Robert De Niro, du coup était censé jouer par Steve McQueen. Donc ça, sauf que Steve McQueen est mort, donc voilà. Pendant un temps, le film devait se passer en France et on devait avoir Gérard Depardieu qui jouait Max. Ouais, c'est ça. Et Jean Gabin qui devait jouer Max vieux. Ouais. Richard Dreyfuss devait jouer Noodles. Enfin, il y a eu énormément de castings différents. Parmi les noms du coup qui sont passés, il y a eu Dustin Hoffman, il y a eu John Voight, il y a eu Harvey Keitel, il y a eu John Malkovich, il y a eu John Belushi. Vraiment, c'est ça. C'est à ce point-là. Et c'est surtout un film, c'est son film le plus cher. J'ai plus le budget en tête, mais c'est un film qui a coûté super cher. C'est un film énorme, genre 4 heures de film. 30 millions de budget, c'est immense. 30 millions, reconstitution du quartier juif de New York, un film qui se passe entre le passé, le présent et le futur du personnage de Noodles. T'as 7 personnes du coup au scénario. Ouais, 7 personnes. C'est ça. Enfin vraiment, c'est son gros film en fait. Genre film de 4 heures. C'est un film monstre, et du coup, c'est aussi en même temps le champ du cinéma de Sergio Leone, parce qu'en fait, il retrace, entre guillemets, toute sa vie, toute sa carrière, tout un pan du cinéma de gangster américain, tout un pan du cinéma italien. C'est un film qui... on peut le qualifier, c'est le film le plus italien des films américains. Hein. C'est le film américain le plus italien. Voilà. Et c'est un film qui va dire adieu à la comédie italienne, au néo-réalisme italien, au cinéma de gangster américain. C'est un film qui synthétise en fait tous les thèmes récurrents de Leone, l'amitié, l'amour, la trahison. Du cinéma aussi en général. On l'a revu il y a 2 jours. Ouais, on l'a toujours en tête. Jours la musique tourne en boucle depuis 3 jours. Hein. Le film nous hante. Mais en même temps, c'est un peu le film d'un certain point de vue qui va le détruire, parce que du coup le film sort en 84, il est présenté dans un premier temps au Festival de Cannes, en hors sélection je crois il me semble, dans sa version intégrale, donc 4 heures, et à Cannes il y a 20 minutes d'applaudissements à la fin du film, c'est vraiment un énorme succès critique. Sauf que par la suite, Warner, donc, qui était la société de production du film, va décider de charcuter le film, de couper pas mal de scènes pour arriver à 2h20 de film. Il y a eu du coup plusieurs versions. Donc il y a la version qui maintenant est celle officielle. Et quand on veut voir le film, donc c'est 3h49. 3h49. Du coup, elle fait 269 minutes. Sauf que du coup à l'époque en Europe il y a eu du coup une version de 221 minutes qui est sortie. Aux États-Unis le film faisait 139 minutes, ce qui est un sacrilège quand on voit le film final. Quasiment 2 heures de coupé, plus de 2 heures de coupé, et surtout montage remis dans l'ordre chronologique. Et ça c'est un sacrilège parce que du coup il y a des scènes du film qui sont pensées entièrement pour être des transitions entre les différentes époques. Mais du coup, ça n'a aucun sens, en fait, en termes de pur cinéma. Et voilà. Et en 2012, il y a eu du coup une version dite Extended Director's Cut qui fait 251 minutes, mais qui n'a pas grand intérêt. Encore une fois, là, vraiment, quand vous voulez voir le film, c'est la version de 3h49. C'est la seule version que Sergio Leone aimait. Ouais. C'est la version officielle. Et maintenant, si vous achetez le film, ou si vous télécharger le film, je sais pas si parce qu'il n'y a pas eu de 4K du film, c'est pareil. Il n'y a pas eu de remasterisation du film pour l'instant. C'est genre l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, il n'y a pas de version 4K, genre, c'est vraiment, il n'y a pas de restauration. Mais voilà, c'est un film. Du coup, forcément, aux États-Unis, quand le film sort, vu qu'il est monté, il est remonté dans l'ordre chronologique, qu'il est coupé de 2 heures,
le film va pas avoir un énorme... Il va avoir un succès parce que c'est Sergio Leone, mais les critiques vont être un peu... elles vont démolir le film, voilà. En Europe, le film fonctionne bien. Fonctionne bien, oui. Mais aux États-Unis, le film se fait défoncer. Se fait démolir. Et pourtant, Dieu sait que Sergio Leone, il en avait un peu rien à foutre des critiques. C'est pas ce qui l'intéressait le plus, mais là, ça va lui faire vraiment mal à son ego. Surtout que c'est littéralement pas de sa faute, en fait, parce qu'il a fait un chef-d'œuvre, c'est juste les producteurs. Et ça va l'amener dans une période un petit peu sombre de sa vie, où il va également tomber malade, il va avoir des problèmes de santé, et cette déception qu'il a eue par rapport à Il était une fois en Amérique va un petit peu aggraver les choses. Faut savoir qu'il va quand même avoir pour projet d'adapter le livre de Harrison Salisbury, donc sur les 900 journées de Leningrad, donc la bataille de Leningrad. Il avait déjà le projet en tête, il savait déjà ce qu'il voulait faire à peu près, il savait déjà qu'il voulait reprendre Robert De Niro pour le rôle principal. Il avait d'ailleurs la scène d'introduction en tête que vous pouvez lire si vous faites des recherches sur le film. C'est une scène qu'il a racontée tout plein de fois. Et voilà, c'est une scène qui était déjà quasiment prête en fait. Ouais, il avait vraiment le film en tête. Et sauf que malheureusement, le 30 avril 1989, Sergio Leone du coup décède et laisse derrière lui ce projet fantôme qui ne verra jamais le jour. Ouais, jamais le jour, parce que je pense sincèrement même que personne ne veut s'y atteler aussi, quoi. Bah non, là c'est compliqué, hein. Mais voilà, il est décédé et il laisse derrière lui un énorme héritage, parce que on va pas se le cacher, le mec a fait 7 films. Et en 7 films, il a quand même réussi à devenir un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma et à influencer toute une génération de cinéastes. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, anecdote que je trouve extrêmement sympathique. Du coup, il meurt devant sa télé en regardant un film. Et c'est pas n'importe quel film. Donc c'est un film de Robert Wise, donc ils étaient amis. Bon, Robert Wise, on connaît très bien, c'est la Mélodie du Bonheur, c'est West Side Story, c'est Star Trek le film. Voilà, c'est tout ça. Et du coup, il meurt devant le film qui s'appelle Je veux vivre de Robert Wise. Et triste ironie du sort, il meurt d'une crise cardiaque devant le film Je veux vivre. C'est ironie du sort, c'est triste, mais comme j'ai dit, c'est un réalisateur qui a exercé une influence incroyable, à commencer par auprès de ses compères réalisateurs italiens, parce qu'on les a pas trop évoqués. Comencini, Donati. C'est vraiment lui en fait qui va lancer la vague des western spaghetti, parce que c'est juste après la sortie de Et pour quelques dollars de plus, ça va être des western spaghetti, va y en avoir à l'appel, genre vraiment parmi les réalisateurs les plus connus, on a notamment les deux autres Sergio, donc Sergio Corbucci et Sergio Sollima, qui sont des réalisateurs qui tout leur cinéma est imprégné par le cinéma de Sergio Leone. Corbucci notamment, c'est lui qui a fait Django, l'original de 1966 avec Franco Nero. C'est également lui à qui on doit un film incroyable, un chef-d'œuvre, Le Grand Silence, avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski. Film pareil dont on aimerait beaucoup reparler, parce que c'est un film incroyable. Compañeros aussi, on l'a évoqué. Et puis de l'autre côté, on a Sollima, donc qui est un peu moins connu, mais qui a fait des films incroyables aussi, notamment un de ses plus connus, Colorado. Donc en anglais, c'est The Big Gun Down. C'est ça. Avec Lee Van Cleef de nouveau. Donc, mais voilà, ça c'est les réalisateurs les plus connus, mais il y en a eu plein d'autres, des réalisateurs de western spaghetti. Il a vraiment lancé toute une génération de réalisateurs. Voilà. Il y a quelques projets aussi du coup qui ont été avortés de Sergio Leone. Notamment, il a eu pendant très longtemps l'envie d'adapter Voyage au bout de la nuit de Céline. Ou encore, pendant pareil, vraiment aussi longtemps, il en a beaucoup parlé, adapter 100 ans de solitude de Garcia Marquez, et il l'aurait tourné en 10 épisodes pour la télévision. Voilà. Et aujourd'hui encore, Sergio Leone, c'est quelqu'un qui influence grandement le cinéma. Chez les réalisateurs contemporains, on peut évidemment citer Quentin Tarantino,
qui est un énorme fan de Sergio Leone, et de manière générale, enfin, tout le cinéma de Tarantino fait écho et dialogue avec le cinéma de Sergio Leone, pas seulement les westerns qu'il a fait, parce qu'il a fait 2 westerns, il a fait Django Unchained et Les 8 salopards, mais même des films comme Once Upon a Time in Hollywood, comme Kill Bill, Kill Bill 2 et Glorious Bastard. Ouais, alors, j'en suis pas le bêtise, je crois que Kill Bill 2 est dédié à Sergio Leone. Oui, c'est vrai. Effectivement. Kill Bill 2, c'est vrai. Même Reservoir Dogs. Enfin, bien sûr, la fin de Reservoir Dogs avec l'impasse mexicaine. Voilà. Impitoyable, du coup, c'est un film aussi qui est dédié à Sergio Leone. Où, par exemple, tu as aussi Kim Ji-woon qui lui rend hommage dans Le Bon à brûler cinglé. Ouais. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que aux États-Unis, il y a Clint Eastwood. Clint Eastwood qui doit sa carrière à Sergio Leone, littéralement. Et par la suite, quand il va se lancer dans la réalisation, il va commencer par des westerns, des films comme Josie Wells hors la loi, comme Pale Rider, comme L'homme des hautes plaines. Tu l'as dit, Unforgiven, donc Impitoyable. Tout le cinéma de Clint Eastwood fait écho à Sergio Leone. Kim Ji-woon également, et même, en Corée. Pour vraiment en fait comprendre l'influence qu'a eu Leone sur le cinéma mondial, en fait, c'est que c'est extrêmement difficile de cerner des influences précises. Tellement le mec a influencé tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Que ça soit en termes de montage, que ça soit en termes de mise en scène, dans sa manière de représenter les États-Unis, de représenter de faire durer ses plans, de faire durer comme ça ses tensions, c'est quelque chose qu'on retrouve partout après Sergio Leone. Il y a une part de Leone dans tous les films. Moi, il y a plein de films que j'ai découverts où je me dis, mais tiens, ça me fait penser à du Leone. Notamment, par exemple, pour citer un réal contemporain qui est pas super connu, Craig Zeller, qui est un réal que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui a fait que 3 films, mais qui est un réal fantastique. Et il y a plein de... Enfin, il a notamment fait Bone Tomahawk, et, comme tu l'as dit, Traîner sur le bitume avec Mel Gibson, qui est un film incroyable. Il faudra qu'on en parle aussi quand tu l'auras vu. Mais c'est un chef-d'œuvre pour moi. Et il y a plein de moments dans ce film où ça m'a fait penser à du Leone, en fait, notamment sur le montage, sur la manière de jouer avec la tension. Alors après, je sais pas s'il l'a dit, s'il revendique Craig Zeller d'être fan de Sergio Leone, mais c'est pour dire que tous les réalisateurs ont une part de Sergio Leone dans leurs films, en fait. Des mecs comme Scorsese, évidemment, Coppola, les frères Safdie. Paul Thomas Anderson a énormément Paul Thomas Anderson, a énormément de Sergio Leone aussi dans son cinéma. Exactement. Donc voilà, et c'est vrai que, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, Sergio Leone, il a une société de production à son nom, qui a été créé par ses filles, si je dis pas de bêtises, qui produit pas mal de films en Europe et notamment et puis aux États-Unis également. Donc voilà, puis je crois que il me semble à Cinecittà, donc les studios en Italie, à Rome, il y a eu toute une partie qui est dédiée à Sergio Leone qu'on peut visiter avec les décors de la trilogie du dollar. Enfin bref. C'est un truc de fou l'influence qu'a ce mec, et à titre personnel, le fait de redécouvrir ces films, tous ces films, en plus dans l'ordre chronologique, ce qui est trop bien si vous voulez découvrir ou redécouvrir Sergio Leone, le faire dans l'ordre chronologique, donc commencer par Le Colosse de Rhodes et finir par Il était une fois en Amérique, c'est trop bien parce que tu vois à quel point il amène il y a une montée en puissance dans son cinéma, et à quel point tous ces films, tout ce qu'il a fait était fait pour aboutir à ce chef-d'œuvre qu'est Il était une fois en Amérique. C'est ça. Et c'est vrai que moi, en redécouvrant tous ces films, à titre personnel, Sergio Leone, c'est vraiment devenu mon réal préféré. Je sais que c'est compliqué de dire ça, je sais que toi mais dur, franchement, si je devais retenir qu'un seul réal, ce serait lui, ce serait Sergio Leone. Et il a fait des films qui sont parmi mes films préférés all time, quoi. Donc je sais pas toi, évidemment tu... Oui, évidemment que moi Sergio Leone, je l'ai découvert assez jeune, il m'a toujours accompagné, moi, il y a certains films de Sergio Leone que je considère vraiment comme certains des plus beaux moments de cinéma que j'ai pu voir, quoi. Encore une fois, Il était une fois en Amérique est peut-être un des plus grands films de tous les temps. Ouais. Et ma découverte de la Révolution, pour finir quand même sur la Révolution,
ma découverte de la Révolution, quand même assez tardif, parce que c'est celui que vraiment j'ai vu en dernier, Ouais, moi aussi. mais m'a complètement transcendé et m'a fait comprendre à quel point ouais, c'était un maître absolu dans toutes les catégories. C'est vraiment un réalisateur, quand tu regardes ses films, c'est des leçons de cinéma en fait, des leçons en termes de montage, en termes de cadrage, la manière de cadrer les choses, de filmer les personnages, les paysages, la manière d'utiliser la musique, les flashbacks, les sons. Enfin, c'est vraiment Tu apprends le cinéma en regardant du Sergio Leone. Et c'est d'une telle justesse en termes de maturité, en termes de regard sur le monde, en termes de tout ce qu'il arrive en fait à aborder avec, mine de rien, si peu, Ouais. tu vois. Et ouais, C'est des films parfaits. Hein. C'est brillant, c'est brillant. Et encore une fois, il était une fois la Révolution, c'est pas du tout un film à mettre de côté, c'est vraiment au même niveau que tous ces autres films. C'est pour ça notamment qu'on voulait en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi un chef-d'œuvre en fait. Ouais, Hein. bien sûr, bien sûr. Je te propose de finir sur une petite citation que j'aime beaucoup de Sergio Leone. Lors d'une interview du coup qui date de 86, il y avait un intervieweur dont je ne connais pas le nom qui disait à Sergio Leone t'es un peu considéré comme le père du western spaghetti. Lui n'aimait pas ce terme. Mais t'as eu quand même beaucoup de fils, par exemple Corbucci, Solima ou alors Giuseppe Colizzi. Et en fait, Leone a dit, du coup, de ses successeurs dans le genre, je suis peut-être leur père, mais j'ai quand même accouché d'enfants quand même bien débiles. Voilà, ça dit tout. Parfait résumé, parfaite conclusion, encore une fois, incroyable. Et pour finir, on va faire, comme pour le premier épisode, des petites recommandations de ce qu'on a lu, de ce qu'on a regardé, tout ça. Donc évidemment, on vous conseille de découvrir ou redécouvrir tout Sergio Leone, de regarder des westerns parce que mec, on va pas se le cacher, le western c'est quand même un des meilleurs genres ever. Hein. Bien sûr. Moi c'est un de mes genres préférés, c'est trop bien le western italien. Et du coup au niveau des bouquins, moi j'avais un bouquin à vous conseiller, c'est un bouquin qui s'appelle Conversation avec Sergio Leone, écrit par Noël Simsolo. Donc c'est un bouquin assez récent qui est sorti il y a un peu moins d'un an. Alors oui, c'est une réédition parce qu'en fait, du coup, Noël Simsolo, c'est un critique de cinéma et c'était aussi un grand ami de Sergio Leone. Et du coup, en 87, il va réaliser des entretiens avec lui sous forme de questions-réponses. Et du coup, ces entretiens ont été réédités il n'y a pas très longtemps. Et c'est trop bien, c'est trop intéressant parce que c'est littéralement Sergio Leone qui raconte sa vie du début jusqu'à la fin. Il y a plein d'anecdotes, on comprend sa vision et tout ça. Donc c'est vraiment, si vous voulez vous intéresser à Sergio Leone, c'est vraiment pour moi la Bible, ce bouquin. Et qui en plus est agrémenté de plein de photos de tournage et tout ça. Donc trop cool. Moi, du coup, aussi, je fais un peu mes recommandations. Il y a le bouquin de Christopher Freling qui s'appelle Sergio Leone, quelque chose à voir avec la mort, aux éditions Actes Sud. Il y a La Révolution Sergio Leone, qui est le catalogue de l'exposition qui avait été organisée à la Cinémathèque française il y a quelques années. Par Jean-François Guiré, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement, c'est ça. Et il y a aussi un excellent documentaire sorti en 2022. Qui s'appelle Sergio Leone ou l'italien qui inventa l'Amérique. De Francesco Zippel. Voilà. Il y aurait bon nombre d'autres œuvres à conseiller sur Sergio Leone. Notamment un documentaire Arte qui s'appelle Sergio Leone, une Amérique de légende qui dure 50 minutes. C'est... comme tous les documentaires Arte, c'est grave intéressant. Oui. Mais c'est vrai que suite 2022 de Zippel, c'est trop bien parce que y a des images d'archives de Sergio Leone et puis surtout il y a plein de proches, de gens qui ont été influencés par Leone qui en parlent. Il y a Scorsese, il y a Spielberg, il y a Ennio Morricone, il y a Eli Wallach, il y a Clint Eastwood. Il y a tous ses collaborateurs de près ou de loin. Donc c'est grave intéressant. Et moi pour finir, j'ai un autre documentaire à vous conseiller, c'est un peu hors sujet, mais j'ai quand même envie d'en parler. C'est un documentaire qui s'appelle Ennio, qui est réalisé par Giuseppe Tornatore et qui est sorti en quoi, 2023, 2024 ça je crois que c'est 2022, un truc comme ça, Okay. même année. C'est du coup un documentaire sur Ennio Morricone et pareil sur le même principe que l'autre documentaire. C'est un film qui revient sur toute sa carrière et j'avais envie d'en parler parce que Ennio Morricone, c'est pareil, c'est un de mes compositeurs préférés et c'est vraiment un documentaire qui montre à quel point le mec a influencé le monde de la musique
de films et même de la musique tout court. Et évidemment, on parle énormément de ses collaborations avec Sergio Leone. Voilà. Je sais pas si tu avais d'autres Non, recommandations. pour moi, c'est tout bon. C'est fini pour ce deuxième épisode de Voilà. générique de fin. C'est terminé. Est-ce qu'on commence à teaser l'épisode 3 peut-être? Bah, comme l'autre fois, ouais. Ouais, ça va être un film français. Film français. On peut pas en dire plus, mais ça va être du coup Voilà. un film français. Film français. Plutôt donc... récent. Ouais, plutôt récent. Donc film français pour Très le prochain épisode du mois d'octobre du coup. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu cet épisode sur Sergio Leone. Merci à toi Adam. Merci à toi. Et voilà, à bientôt, générique de fin.